également du mouvement d'action sociale. Donc ce soir nous sommes à C en Normandie, puisque une grande partie de notre équipe est au-delà et à Academia Christiana, donc une université d'été de formation catholique. Donc aujourd'hui c'est une émission où vous aurez l'occasion d'écouter un grand nombre de personnes différentes, avec même peut-être parfois des sensibilités ou des vécus qui apporteront leur pierre à l'édifice des thèmes que nous allons traiter aujourd'hui. Donc à ma droite, Arnaud Naudin, donc il est à mon sens inutile de présenter puisqu'il est un habitué des lieux. Bonsoir. Ensuite Tanguy, donc du groupe FTP, Frontières Patriotes. Bonsoir à tous. Ensuite Victor Aubert, donc qui s'occupe de l'université d'été Academia Christiana. Bonsoir à tous. Julien Langella, qui vient d'arriver et qu'on enregistre juste avant son intervention de ce soir sur justement l'engagement politique. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et Guillaume Le Carbonel, donc, qui écrit pour le Cercle Non Conforme, qui écrit aussi pour la revue Rébellion, qui est un militant on va dire de longue date, très ancré dans les théories et les réflexions sur la décroissance. Bonsoir. Ensuite Pierre Saint-Servant, donc, qui est journaliste à présent. Bonsoir. Et nous avons dans cette première partie d'émission Julien, qui est un des participants à Academia Christiana. Bonsoir à tous. Et qui va effectivement intervenir de temps en temps dans cette émission, mais la deuxième partie de l'émission sera consacrée justement au vécu de ces jeunes pendant cette semaine, puisqu'il y aura un certain nombre d'intervenants dans une deuxième partie. Nous allons démarrer cette émission, qui s'intitule Laudato Si, donc autour de l'encyclique du pape, pour savoir comment elle a été reçue, perçue. Donc nous a semblé que l'Academia Christiana est un lieu approprié. Même si tous ne parleront pas en tant que catholiques, on parlera avec des sensibilités diverses, et même parfois ce n'est pas parce qu'on est catholique que ça conditionne les positions. Donc cette encyclique du pape qui est parue récemment, qui a fait effectivement beaucoup parler d'elle. Il y a déjà dans le journal de la décroissance de cet été des captures d'écran, des réactions de la presse, donc c'est assez amusant de voir un peu comment ça a été reçu. Et donc cette encyclique qui appelle à la conversion écologique, ce qui déjà en soi pose une vraie question, qu'est-ce que la conversion écologique, est-ce chrétien de parler d'une conversion écologique, enfin il y a un certain nombre de thèmes comme cela qu'on pourra aborder. Alors j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, la lourde tâche de démarrer, ce sera donc pour Victor Aubert, puisqu'en tant que organisateur d'Academia Christiana, un premier sentiment sur cette encyclique et éventuellement comment elle a été reçue. Est-ce que donc vous en avez discuté avec des camarades politiques ou alors avec des paroissiens ou avec les jeunes ou dans votre entourage? Alors c'était pas vraiment une surprise puisqu'on savait depuis déjà quelques mois qu'une encyclique était prévue sur la question de l'environnement. Ce qui pour le coup était une bonne surprise, c'était de voir finalement que le pape traitait cette question non pas dans l'optique un peu du développement durable et de toutes ces fausses solutions qui règnent, je dirais, au sein de l'Union européenne, etc. Mais qu'il la traitait d'une manière globale en envisageant le problème à tous les niveaux et d'une certaine manière avec des positions qui étaient peut-être à juste titre, je pense, radicale, mais qui était courageuse de la part d'un homme qui peut aussi être l'objet de certaines pressions, et parce que sa parole, finalement, est quand même à une très large diffusion. Donc c'était une bonne surprise de voir que le pape, finalement, ne faisait pas dans le politiquement correct sur ce sujet-là, et qu'il le traitait en profondeur, même si après, j'ai pas forcément découvert de choses sur le sujet, ayant déjà par moi-même découvert un peu la décroissance, Serge Latouche, etc. Avant cette encyclique. J'ai pas lu forcément un apport particulier ou nouveau dans cette encyclique, sauf peut-être éventuellement des considérations qui font peut-être un lien avec la théologie catholique sur la notion de création.
L'autre chose, je pense, qui est très bénéfique, c'est que justement, c'est pas forcément un sujet qui était traité dans les univers catholiques, même s'il y avait déjà des catholiques qui étaient au fait de ces questions-là. Le fait que le pape prenne la parole là-dessus, ça permet de donner une certaine autorité à ces thématiques-là et à pouvoir les évoquer sans se faire traiter de gauchistes ou d'autres. C'est pas encore gagné quand même. C'est pas encore gagné quand même, mais voilà, on a quand même une autorité qui nous soutient, qui voilà. C'est vrai que, bon, le débat qui anime souvent les milieux catholiques, c'est vrai que la discussion qu'on avait un peu hors micro, c'est finalement quelle était la cible, quel était le public visé en fait par cette encyclique, parce que nous, ce qu'on s'est dit, c'est sûr qu'un profil, on va employer vulgairement un mot grossier, mais droitard va pas forcément se sentir ou concerné, ou alors va se sentir heurté, va peut-être prendre ça comme une provocation. Inversement, on a eu la surprise de voir des univers. Enfin, j'ai vu moi par exemple, ne serait-ce que sur Facebook, les groupes type Monsieur Mondialisation, enfin des choses comme ça. Finalement, dire du bien de l'encyclique, des milieux gauchistes, altermondialistes, alors que initialement, on aurait pu penser que c'est plutôt les bastions catholiques que représente d'ailleurs la droite catholique, qui auraient pu être ceux qui auraient été le plus touchés. Et en fait, pas tellement, parce que les réactions étaient assez contrastées, voire même parfois un peu opposées. C'est vrai que j'ai lu quelque chose d'assez intéressant. Alors bon, me semble-t-il que c'est un bulletin paroissial tradit, mais ce qui était intéressant, c'est que ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est que finalement, cette espèce de conversion écologique, c'était plus quelque chose qui avait un rapport avec le Christ. C'est-à-dire que normalement, c'est à travers le Christ que doit s'améliorer l'homme, et même que l'homme a son salut, et ainsi de suite. Et là, cette espèce de conversion écologique, finalement, ça leur semble être quelque chose qui est quasiment profane, enfin quelque chose qui sort de l'espérance qu'on place dans le Christ. Enfin, je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet, mais... Je pense en l'occurrence que le pape, pour répondre à votre question de tout à l'heure, s'adresse déjà à tout le monde. On le voit avec certaines références spirituelles, philosophiques qui peuvent parler à tout le monde, catholique ou non. Mais, et donc aussi aux catholiques, il appelle les catholiques à aller jusqu'au bout de l'expression sociale de leur foi en fait. Il leur dit voilà quels sont les grands penseurs de l'Église qui ont déjà parlé d'écologie. Il invoque Saint François, il invoque même un patriarche orthodoxe, je crois, dont j'ai oublié le nom. Donc en fait il appelle les catholiques à être en cohérence avec eux-mêmes. Et connaissant son style, il est percutant, il peut sembler provocateur parce qu'il a son style à lui. Mais je crois que c'est très utile et nécessaire pour les milieux catholiques sur ce terrain-là de sortir un peu éventuellement de certaines fausses prudences. D'accord. Oui, alors ce qui est assez étonnant justement dans la réception qui a été faite de l'encyclique, c'est que le pape finalement s'inscrit vraiment dans une tradition lointaine de l'Église. L'encyclique n'est pas seulement écologique, j'insiste sur ce point, puisqu'elle touche vraiment à l'aspect social. Et pour les catholiques qui ont un petit peu de mémoire, on revient finalement à Albert de Mun au XIXe siècle, à la Tour du Pin, à toute cette vague de catholicisme social qui avait de longue date préparé le terrain. Donc, ce qui est assez étonnant justement avec une certaine réception qui a été faite dans les milieux droitards, comme tu évoquais tout à l'heure, c'est que c'était une réception avec très courte mémoire finalement, et qui se sentait un peu déconnectée de la tradition qui précédait. C'est pas une encyclique révolutionnaire, très clairement. Ce qui est nouveau, c'est qu'on la perçoit comme telle, avec nos yeux postmodernes. Le côté profane est quand même un peu nouveau, non, du coup. Enfin, ce côté universel, peut-être en plus. Il faut savoir aussi, Victor, une chose, c'est que les encycliques, elles se sont toujours adressées, selon la formule de l'Église, à tous les hommes de bonne volonté. C'est-à-dire finalement à toutes les personnes prêtes à écouter un discours sans avoir un a priori négatif. Donc d'une part, forcément, si l'encyclique s'adresse à tous les hommes, bien sûr, il y a un aspect théologique, puisque le pape n'a pas un double discours. Mais du coup, il paraît finalement naturel dans toutes les encycliques, finalement, dans cette suite d'encycliques sociales, il y a quand même toujours une part profane. Quand Benoît XVI parle en 2008 du monde de la finance, il n'invoque pas des arguments théologiques pour en parler, même si effectivement ces aspects-là, dans une optique transcendante, etc., vont retrouver des aspects moraux, etc., qui sont propres peut-être, sur lesquels l'Église a quelque chose à dire. Mais je pense que c'est pas si nouveau que ça d'avoir un discours naturel sur des choses, sur les aspects naturels finalement
de l'économie ou des aspects sociaux. Oui, ce qui est assuré. Enfin, après, c'est vrai que toutes les encycliques depuis le XIXe siècle ont quand même eu un grand lien avec ça. Après, d'un autre côté, c'est peut-être pas nouveau par rapport à ce que tu disais, Pierre, sur le XIXe. Maintenant, ce qui est peut-être aussi à noter, c'est que ça prouve aussi que d'une certaine manière, l'Église propose un discours par rapport à une certaine actualité, c'est-à-dire que face au socialisme au XIXe siècle, il y a la doctrine sociale de l'Église, et face à la montée d'une écologie qui d'ailleurs pourrait être considérée comme non catholique, j'imagine par exemple des théories de traits néo-malthusiennes ou tout un tas de choses, finalement le pape propose lui sa vision des choses. Voilà. Et c'est tout à fait logique, c'est dans l'air du temps, et en même temps l'Église doit aussi être un peu dans l'air du temps. Arnaud. Une précision, c'est pas si le propos, je pense, de l'encyclique n'est pas si étonnant, puisque le pape déjà s'appelle François, et comme le rappelait Pierre tout à l'heure, c'est effectivement, on est complètement dans la théologie franciscaine. Alors c'est peut-être ça qui peut sembler nouveau pour un certain public catholique ou à des gens qui s'intéressent, on va dire, de manière un peu vague et superficielle à l'Église, c'est d'oublier que il y a pendant très longtemps, effectivement, avec le pape précédent, Benoît XVI, on était plutôt là dans la théologie pure, les questions, on va dire, doctrinales pures. Et là, on a un pape qui revient à une certaine théologie qui a marqué son époque et est très importante, qui est la théologie franciscaine, qui est effectivement l'importance de la création, en tout cas quand on est chrétien et catholique, et la défense de la création, c'est-à-dire qui est dans une certaine mesure rendre hommage au Créateur. Après, effectivement, ce qui était intéressant de noter, et c'est là qu'on voit l'évolution d'une certaine droite catholique par rapport à quand elle était sociale au XIXe siècle, c'est qu'on a une certaine droite catholique qui peut sembler minoritaire, mais qu'on a vu quand même s'exprimer dans les réseaux sociaux, qui paradoxalement, elle est devenue très attachée, on va dire, au mode productiviste et techniciste, c'est-à-dire qui, en gros, reproche au pape d'être devenu une sorte de gauchiste insupportable, parce que ce sont des gens qui considèrent que, comme malheureusement, je dis bien malheureusement, la gauche a récupéré l'écologie, et on se dit comme la gauche parle d'écologie, on va en parler parce qu'on refuse la gauche. Donc c'est le paradoxe du discours de ces gens-là. Après, effectivement, ça peut sembler superficiel, mais il est à noter. Non, ce qui est intéressant, et notamment le numéro de cet été du journal La Décroissance, dont les auditeurs de Méridien Zéro savent pertinemment que notamment Jean et moi, nous sommes des adeptes plus que convaincus. Et Guillaume. Sans oublier Guillaume. Et même Pierre. Mais c'est vrai que dans les émissions auxquelles Jean et moi participons régulièrement pour Méridien Zéro, nous citons la décroissance. Et effectivement, que ça soit la une, je vais faire un peu de bruit avec les feuilles, mais que ce soit la une qui dit effectivement pour parler de l'encyclique papale, parle de titre Habemus Papam, certes avec un point d'interrogation, et qui dans l'article qui est une pleine page qui est notamment rédigé par Vincent Chénet, qui est quand même le patron du journal, le titre est Alléluia, le pape est pour la décroissance. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que, comme notamment avec les citations qui sont faites en encadré dans ce numéro de la décroissance, c'est que le pape cite clairement le terme décroissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... et ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y a eu la sortie de l'encyclique, peu de gens l'ont lu. En fait, je pense que beaucoup de faux experts, de faux chroniqueurs et de faux politiques se sont limités à la dépêche AFP. Et de faux journalistes. Et les faux journalistes se sont contentés de la dépêche AFP qui devait reprendre quelques éléments et parfois faisait dire le contraire absolu de ce qui était dans l'encyclique, c'est-à-dire qu'on a tous les fameux échos Tartuffe dont parle le journal La Décroissance, trouvaient notamment que ce soit Nicolas Hulot ou même Luc Ferry ou même Ségolène Royal, qui sont dans tous les numéros de La Décroissance se font dégommer, et là trouvaient des vertus à l'encyclique, pensant que ça participait effectivement de cette horreur idéologique qui est le développement durable ou le capitalisme vert, alors que le pape justement va à rebours. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le pape cite clairement le terme décroissance. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement en citation, c'est que le journal La Décroissance dit dans les réceptions
immédiate de l'encyclique, ils disent clairement quand même qu'il y a un sous-titre qui est des chrétiens antipapes. Donc effectivement, je pense qu'un certain nombre de catholiques, ou en tout cas de prétendus chrétiens ou catholiques, ont eu, je dirais, l'ont mal lu, ou alors ont une réception, effectivement, on revient toujours au même problème, comme c'est l'écologie est utilisée par la gauche, donc on ne doit pas en parler. Et surtout les termes de décroissance. Mais alors effectivement, le vrai débat à partir qu'on peut avoir sur la question de la décroissance, qui revient effectivement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance que le pape s'exprime sur cette question, c'est qu'effectivement beaucoup de milieux décroissants, c'est pas le cas de le journal de la décroissance, mais un certain nombre de milieux décroissants sont effectivement, je peux pas le nier, c'est important chez eux, sur la question effectivement de la décroissance démographique. Et là je pense que la pierre d'achoppement, la distinction entre des décroissants qui peuvent se réclamer dans l'encyclique papale et d'autres, ça va être sur la question de la décroissance démographique. D'ailleurs, tu sais ce que j'en pense. Oui. Et on est deux. Mais alors, ce qui est intéressant, par contre, on disait, oui, c'est reçu, le pape est un gauchiste, etc. Il y a aussi des gens qui d'une certaine manière, prêtent au pape une certaine sympathie, alors que moi, il me semblait que ce n'était pas le cas, mais une certaine sympathie pour tout ce qui était la théologie de la libération ou ce genre de choses. Moi, il ne me semble pas que ce soit le cas. Julien Angela ? Alors justement, on peut lire dans le journal de la décroissance, qui est très bon par ailleurs sur le sujet, toutefois une erreur. Il explique que Laudato Si, c'est le vent de l'Amérique latine, la voix de la théologie de la libération. Alors, il faut savoir que quand le pape n'était pas encore pape, qu'il était cardinal à Buenos Aires dans les années de la dictature, entre la fin des années 70 et le début des années 80, il a condamné clairement la théologie de la libération. Alors c'est peut-être bien de rappeler aux auditeurs ce qu'était la théologie de la libération. C'est tout ce mouvement de prêtres qui a revendiqué le marxisme comme l'accomplissement de l'évangile et qui brandissait le capital de Marx pendant la messe tous les dimanches. Donc il a condamné ça très clairement. Et les jésuites les plus à gauche, entre guillemets, lui reprochent cela explicitement. Et vous avez notamment le jésuite américain Thomas Rees qui écrit que la position finalement du pape est celle traditionnelle de l'Église. Les pauvres sont considérés comme un objet d'attention, de compassion, de charité, mais ce ne sont pas les acteurs d'une lutte de classe. Donc c'est très important de rappeler que le pape n'est pas un gauchiste, il est dans la position traditionnelle de l'Église et il a condamné les interprétations gauchisantes du discours anticapitaliste classique de l'Église. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, ce qui est intéressant sur la question de l'Amérique latine, et finalement ça c'est totalement en lien avec le pape, c'est que par exemple Perón, c'était clairement, on va dire, la doctrine sociale de l'Église, il y a cette idée de justice sociale, enfin de l'encyclique Rerum Novarum, il y a quelque chose comme ça qui peut éventuellement être plus lié à tout ça, parce que par exemple dans Rerum Novarum, donc l'encyclique de Léon XIII, il n'y avait absolument pas, et ça n'appelait justement pas à la lutte des classes, bien au contraire. Voilà. Alors que par exemple Chavez, on est totalement dans la théologie de la libération, avec une espèce de micmac christo-marxiste, qui plaît beaucoup d'ailleurs à une part de nos franges politiques. Mais c'est vrai qu'en définitive, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu une sorte d'amalgame entre finalement il vient d'Amérique du Sud, comme le mouvement actuel de l'Amérique du Sud, c'est tous ces mouvements indigénistes, crypto-marxistes, etc. Du coup le pape c'est cette voie-là. Alors qu'en fait je pense pas, parce que déjà l'Argentine, c'est un pays qui est à 70% européen, qui a une histoire quand même assez différente des autres, qui n'a justement pas été tellement touché par ce phénomène des mouvements indigénistes marxistes. Enfin c'était une petite parenthèse. Pierre ? Non, je voulais faire simplement une petite incise justement sur à nouveau la réception de l'encyclique dans les milieux conservateurs, on va dire. Ce qui est étonnant, c'est que les attitudes de vierge effarouchée qu'on a vues chez nombre de nos médias amis étaient assez surprenantes. Ces gens-là devraient relire les livres de Bernanos, de Blois ou de Pays qu'ils ont dans leur bibliothèque, puisque la critique sociale qui était faite justement il y a de ça quelques décennies était déjà aussi radicale que celle qu'annonce à nouveau le pape François. Donc ça c'était relativement surprenant, on revient à nouveau sur cette espèce d'hémiplégie intellectuelle qui peut se faire dans nos milieux. Pour rentrer peut-être un petit peu dans l'encyclique, il y avait quelques points qui peuvent être un peu mis en avant. L'idée que le pape s'attaque aux écotartuffes et au développement durable perçu justement comme un piège, hein. Ça c'est un point que Julien a déjà souligné. Il y a une vraie révolte contre la laideur moderne, et ça l'aspect aussi esthétique de la chose.
une écologie qui passe aussi par l'esthétique. Il évoque notamment dedans le fait que des habitants ne peuvent pas vivre dans un monde régi par le ciment, l'asphalte, le verre et les métaux, privés de tout contact physique avec la nature. Même des lecteurs de Dominique Vénère, je pense, pourraient se retrouver dans ce type de propos. Et ceux qui fréquentent les églises des années 70 apprécieront aussi ce propos. Arnaud. C'est dans la veine effectivement de quelqu'un qu'on cite régulièrement sur Méridien Zéro ou parfois dans le texte du cercle non conforme, qui est William Morris, et qui, je tiens à le rappeler, avait fait partie de ce que la décroissance appelait les précurseurs de la décroissance. Avec Bernanos et Simone Veil. Voilà, et Solzhenitsyn, et Ellul et Charbonneau. Ça fait référence au numéro de l'été dernier. Oui, c'est ça, mais qui est le numéro de série, qui est un numéro très important, qui avait été pour le coup une surprise plus qu'agréable pour bon nombre de personnes autour de cette table, puisqu'effectivement, parmi les personnes citées, justement, il y avait des noms auxquels on ne s'attendait pas, que ce soit Bernanos, effectivement, Solzhenitsyn, William Morris, Simone Veil, Ellul, Charbonneau. Donc effectivement, l'importance de la laideur, mais je pense que là aussi, sur le fait que la lutte contre un amant de lait, ça correspond aussi on revient à la théologie franciscaine. Et je vais me permettre de lire quelques extraits donc de l'encyclique que j'ai retenu en lisant le chapitre 6, qui est assez intéressant parce que c'est éducation et spiritualité écologique. Alors rien que l'intitulé déjà pourrait nous faire réfléchir, parce que éducation, il y aurait une éducation écologique qui serait en même temps chrétienne. Enfin, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être un peu bloqué certains milieux conservateurs. Donc, quelques exemples. Article 203. Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses produits, les personnes finissent par être submergées dans une spirale d'achat et de dépenses inutiles. Le consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique. Bon, certes, il y a des mots un peu compliqués à 5 syllabes. Mais on dirait du Serge Latouche. Mais franchement, ce paradigme fait croire à tous qu'ils sont libres, tant qu'ils ont une soi-disant liberté pour consommer. Alors que ceux qui ont en réalité la liberté, ce sont ceux qui constituent la minorité en possession du pouvoir économique et financier. Bon, déjà, c'est vrai que ça envoie quand même pas mal. Je ne sais pas ce que les grandes familles d'entrepreneurs catholiques pensent de ça, mais ce serait intéressant en fait de voir comment c'est reçu. Un autre extrait. Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine, et l'idée de saine est très intéressante, sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. C'est ce qui arrive quand les mouvements de consommateurs obtiennent qu'on n'achète plus certains produits et deviennent ainsi efficaces pour modifier le comportement des entreprises en les forçant à considérer l'impact environnemental et les modèles de production. On est vraiment dans de l'écologie citoyenne. C'est vraiment très, très, très étonnant parce que c'est très concret, c'est pas simplement de la théologie sur la nature ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu raillé dans le bulletin que je lisais tout à l'heure, c'est que ça les fait un peu sourire de voir qu'ils préconisent de baisser le chauffage mais en fait, je pense que ça peut avoir un certain sens. Enfin, je vous laisse éventuellement. Je pense qu'on peut essayer peut-être de régler une fois pour toutes le compte de ce bulletin, en précisant d'une part qu'il procède un peu, sachant que ça vient de Saint-Pédis, parfois d'une manière un peu systématique de chercher forcément la chose qui ne va pas dans le discours du pape. Je pense qu'il y a un peu un côté mauvaise foi aussi. Je ne veux pas non plus jeter non plus des pavés sur le bébé avec le Lubin. Le bébé avec le Lubin, voilà, par rapport à Saint-Pédis. Mais il y a un côté un peu de mauvaise foi d'emblée ou un a priori toujours négatif sur le discours du pape où on va forcément se concentrer que sur ce qui pourrait être susceptible de critique. Mais la critique sur, par exemple, railler un peu le fait qu'il faut, il cite par exemple, éviter l'usage de matières plastiques et de papier, réduire la consommation d'eau, trier les déchets, bon ils ont l'air de trouver ça un peu ridicule, ou encore de planter des arbres, je ne me sens guère l'âme d'un Obélix. Bon, mais en fait, ils trouvent ça un peu ridicule, mais en fait, nous, on a vécu exactement la même chose dans le militantisme. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut faire des AMAP, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, on nous répond on va pas faire la révolution avec des paniers de fruits. Non, mais enfin, on a vraiment ce genre de réflexion sans arrêt. Et finalement, c'est toujours pareil. Après, il y a la question de la force de proposition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans les actes concrets de la vie? Comment on vit en tant que chrétien, par exemple, et comment on vit en tant que militant écologiste, en militant anticapitaliste, militant décroissant, militant identitaire? Il y a quand même des gestes concrets adoptés. Enfin, c'était le thème de ma conférence. On n'en parlera pas maintenant, puisqu'on en parlera avec les jeunes après. Mais effectivement, je veux bien qu'on raille ce genre de choses, je comprends, mais d'un autre côté, il faut donner
des idées pratiques aux gens, parce que les noyer dans des textes théologiques, ça va pas parler à qui que ce soit. Enfin, j'imagine que c'est une encyclique reçue par des gens qui n'ont pas de formation théologique. Bon, ils vont pas savoir quoi faire. Je pense qu'il y a eu une ambiguïté justement sur la forme. Le choix de l'encyclique a été justement critiqué, puisque l'encyclique, dans la tradition ecclésiale, est plutôt un texte d'importance et de haute portée théologique. Et c'est ce qui a un peu aussi créé ce malaise. Si ça avait été une lettre apostolique, c'est-à-dire un texte un petit peu plus secondaire, ça aurait été peut-être mieux accepté. Et là, tu mets le point un peu sur les quelques points pratiques de l'encyclique qui ont été aussi dénoncés par Henri de Lesquen, qui trouvait que ça relevait du mode d'emploi un petit peu bas de gamme, entre guillemets. C'est oublier que l'encyclique a quand même une très forte dimension théologique et qu'elle revient en effet à la vieille tradition franciscaine, au sens de la création pour un catholique, qui est la nature pas considérée comme un objet d'exploitation, mais comme un objet de vénération, etc. Donc il y a quand même une portée théologique relativement lourde, et puis qui ne doit pas être occultée par ces points un petit peu... Et puis ce qui est intéressant, c'est que vu de l'extérieur, et puis surtout parmi le prisme médiatique qui aime bien coller des étiquettes, on avait droit à Benoît XVI, c'est un réac, machin truc, et puis le pape François, il est génial, il est moderne, il est ouvert aux autres, etc. Alors que finalement, dans cette encyclique, autre citation toujours dans le même chapitre, le pape François cite Benoît XVI qui disait « Acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral ». Donc déjà, Benoît XVI était dans une même ligne. Le pape François s'aligne sur ce que disait Benoît XVI. Et c'est exactement comme on discutera après de la Manif pour tous pour savoir un peu l'influence que ça peut avoir aussi ce type de mouvement, mais on est toujours dans l'image. C'est-à-dire que parce que le pape d'avant n'était pas glamour ou bankable sur le plan médiatique, donc déjà on ne s'intéresse même pas à ce qu'il dit, on considère que voilà, on va pinailler, il a réintégré telle branche tradie dans l'église, machin, enfin ils vont pinailler, c'est un pape de droite, machin. Alors que finalement, son œuvre a été quand même, nous semble-t-il, assez intéressante, et que le pape François, je ne pense pas qu'il soit à 180 degrés de ce qu'avait fait Benoît XVI. D'ailleurs, je pense même que ces deux papes, en partie, ont aussi pris un héritage de Jean-Paul II, dont on a aussi dit beaucoup de mal, alors qu'il a quand même contribué, moi j'ai pas d'affection particulière pour Jean-Paul II, mais c'était le pape de mon enfance, on va dire. Mais il a quand même contribué à faire vivre et à remettre l'Église catholique au cœur du débat social. Il a été très important pour ça. Et entre autres, il y a aussi une théologie de la famille qui vient des réflexions sur la famille qui viennent du pape Jean-Paul II. Bon, même si tout n'est pas parfait, même si on peut critiquer, il y a quand même des continuités, des choses qui existent, et les gens aiment bien s'imaginer qu'il y a des oppositions, des clans. Enfin, je vais fermer ma... Mais très rapidement, c'est quand même à souligner que c'est la seule encyclique dont on parle autant sur les dernières décennies. C'est quand même l'encyclique qui a fait le plus gros buzz médiatique, entre guillemets, depuis très longtemps. Donc c'est relativement intéressant à souligner aussi. Oui, tout à fait. Parce que selon moi, on arrive effectivement à un changement de paradigme, et les questions anthropologiques, et notamment... parmi les questions anthropologiques, la question écologique, mais la véritable écologie, pas l'écologie, je dirais, médiatique, de mots de Fontenoy. Ou de Nicolas Hulot. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, là, on aborde quand même des sujets qui sont hyper pointus. On est quand même sur la décroissance qui sont évoqués par les marges politiques. Et là, on n'est pas sur une écologie bisounours, on est quand même sur des... Non, mais, voilà. Et on n'est pas sur les marges. On n'est pas sur les marges, parce qu'il y a quand même sur de l'écologie radicale, on est quand même sur des concepts. Mais on n'est pas sur les marges. Ce que je veux dire, c'est que dans la sphère politique, la décroissance, même l'écologie politique réelle, c'est une marge, et c'est porté par des mouvements marginaux, alors qu'on ne peut pas du tout dire que l'Église est marginale, bien au contraire. Elle est quand même extrêmement importante dans le monde, et du coup, c'est quand même... je vais prendre une comparaison bidon, mais c'est comme si demain Barack Obama prenait la décroissance. Ça peut paraître être une comparaison complètement bidon, mais en fait, c'est le pape, l'importance qu'il a dans le monde, le nombre de fidèles catholiques qu'il y a, le nombre d'églises qu'il peut y avoir. C'est quand même pas anodin qu'un personnage aussi important aille dans cette ligne. Mais donc effectivement, la question anthropologique, parce que je crois que parmi les... Pierre l'expliquait en off avant l'enregistrement de l'émission, que... dans l'encyclique, il y a aussi des passages qui sont consacrés, par exemple, aux réseaux sociaux, qui en fait deviennent effectivement, je pense, là aussi la question anthropologique fondamentale, c'est-à-dire des liens communautaires qui semblent complètement virtuels et qui vont parfois à l'encontre de liens communautaires réels et importants. Alors, ça permet peut-être de rebondir justement sur le fait que le pape a lancé une tête de pont qui est reprise, on est actuellement au sein d'Academia Christiana pour cette semaine, mais c'est quand même relativement nouveau qu'un milieu de formation de la droite traditionnelle, du traditionnalisme catholique, focalise une semaine de formation entière sur les thèmes de la critique du capitalisme et d'une écologie intégrale.
Ce que je mettrais également en parallèle, avant de laisser la parole à Victor, avec les travaux qu'a lancé Gauthier Besse de Merck, avec sa revue Limites, et avec le livre manifeste qu'il avait écrit qui s'appelait Nos limites, et qui permet justement de lancer ce débat dans nos cercles et dans le milieu Manif pour tous, Veilleurs, qui avait quand même soulevé quelques... Ce qui va nous amener après d'ailleurs à en parler, Victor. Tu as anticipé ce que j'allais dire à propos de... Je voulais parler de Gauthier Besse et de Limites. Mais je pense effectivement que la Manif pour tous et le débat en fait, sur la PMA, la GPA, c'est ce que aussi Arnaud disait dans sa conférence ce matin, a quand même lancé une interrogation sur les fondements anthropologiques de ce genre de transformation, et que au moins une minorité, en tout cas des catholiques qui ont fait l'effort de se poser réellement la question en remettant en cause un certain nombre de choses, ont été amenés finalement en travaillant cette question de fond à poser les questions du capitalisme, mais aussi du capitalisme comme fait social total, en envisageant toutes les conséquences et notamment la question des limites. Et on voit finalement que c'est aussi quand même un débat qui transcende aussi les religions, les courants, etc. Puisque Gauthier Besse a été invité par Alain Benoît sur TV Liberté, il a été interviewé dans Éléments, et on voit bien aussi que tout simplement cette question-là qui commence à émerger dans les milieux catholiques était déjà présente dans d'autres sphères, dans d'autres courants de pensée. La question de la réception et de la portée de cette encyclique, moi, c'est un peu une expérience que j'ai eue par rapport à chaque encyclique. On remarque souvent les encycliques sont très achetées en librairie. Est-ce qu'elles sont lues? On peut difficilement le savoir. C'est un peu comme tous les livres. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, en tout cas, ce qui s'est passé pour toutes les encycliques, et même d'encycliques parfois plus compliquées, etc., notamment l'encyclique de Benoît XVI sur la charité, et donc dans laquelle il parlait de la finance. Elles ont quand même toujours fait l'objet de cercles de formation, de cercles de conférences. Elles ont été étudiées souvent par les catholiques en profondeur, et on constate quand même toujours qu'elles suscitent quand même un intérêt chez les catholiques et parfois à long terme des changements. Alors après, on n'est pas prophète, on ne sait pas si dans 20 ans tous les catholiques vont faire un retournement et une remise en question sociologique sur sur certains compromis qu'ils ont pu faire par le passé avec le capitalisme, mais on peut au moins l'espérer. On peut dire que même si cette encyclique ne sera pas forcément lue intégralement par tous les catholiques, au moins elle sera travaillée et elle aura une portée, en tout cas au sein de l'Église, c'est sûr. Voilà. Arnaud ? Effectivement, sur la question de la conférence, pour revenir sur la conférence que j'ai porté ce matin sur effectivement quels enseignements tirer de mai 68, je pense que justement on parlait à un moment, on avait abordé le rapport à un moment parce que la Manif pour tous et le Printemps français avait été présenté un peu comme le mai 68 de droite, et j'avais développé une partie, on reviendra après quand on dit tout, pour ceux qui pourront écouter, en tout cas regarder la vidéo qui a été faite, et puis je mettrai mon texte sur le site du Cercle non conforme. C'est une grande idée, ça. Voilà. Effectivement, il y a le côté buzz médiatique qui était le mauvais côté, selon moi, qu'on reprenait de mai 68, mais le côté intéressant, c'était effectivement ce que les veilleurs, et se poser la question des limites, c'est-à-dire revenir, parce que déjà les Grecs appelaient la mesure, le sens de la mesure, la lutte contre la démesure, la lutte contre l'hubris, parce que l'hubris, qui est donc la démesure, c'est pas toujours les dieux réagissent par la némésis, c'est-à-dire la colère divine contre la démesure, et donc c'est un principe important de la limite, qu'effectivement derrière la question, on va dire, juridique du mariage, c'était effectivement la question plus importante et plus en profondeur, qui était la question de la GPA et de la PMA, et que il faut quand même noter que, par exemple, l'un des plus en pointe pour nous imposer ces dérèglements anthropologiques sont la GPA et la PMA, c'est quand même Pierre Berger, et que l'un des arguments utilisés par Pierre Berger, c'est un argument de type capitaliste. C'est-à-dire, j'ai les moyens. Profondément libéral. Mais profondément, mais c'est ça qui est important. Je pense que ce qui est important dans les changements de paradigme actuels, et l'encyclique papale participe de ces changements de paradigme, c'est que la gauche revient à ce qu'elle est, c'est-à-dire libérale, réellement libérale, constructiviste, et de ce fait veut complètement transformer la nature de l'ordre, et à partir de là, des questions qu'on leur avait malheureusement abandonnées, qui avait par exemple la question de l'écologie, l'écologie profonde, l'écologie radicale, reviennent à des gens qui ont une conception, on va dire, entre guillemets, plus traditionnelle
des choses. Et une de ces voies d'expression, c'est effectivement l'encyclique papale, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont intéressés à une vision traditionnelle de l'écologie et qui sont dans une perspective décroissante, mais qui ne sont pas chrétiens. Mais en même temps, là, au moins, on a un motif d'accord et de convergence. Et ce qui est intéressant à noter, justement, quand on parlait de ce qu'ont fait les Vectures et Gauthier de Besse, c'est le fait qu'à la rentrée, va se lancer la revue Limite, qui effectivement participe de ces gens, de ces veilleurs qui s'intéressent à la question de l'écologie profonde. Et donc on va peut-être, après la décroissance et après effectivement régulièrement les numéros d'éléments, on va pouvoir enfin avoir une autre revue intéressante qui est la revue Limite. Mais qui l'abordera sous un angle catholique pour le coup, voilà. C'est présenté comme ça. Voilà, donc il sera aussi, effectivement, on participera à mon avis un changement des mentalités aussi dans le monde catholique, et pas oublié, et pas seulement catholique, je pense. Mais ce qui est également intéressant, c'est que finalement, on a tendance à dire assez facilement en France que le christianisme est mort, l'Église est morte, parce qu'il y a moins de fidèles ou ce genre de choses. Mais c'est pas parce qu'en France il y a moins de fidèles, par exemple, que ça veut dire qu'en tant que tel, l'Église est morte ou que le message chrétien est mort. Et on voit une nouvelle fois, alors la manif pour tous y a contribué, mais c'est peut-être pas le seul élément, que c'est encore une fois un peu c'est la France catholique qui a d'une certaine manière fait bouger les lignes. Et justement, le fait qu'elle ait fait bouger les lignes, on se retrouve avec des choses très curieuses où finalement on reproche au journal de la décroissance, quand on va sur les sites de la gauche radicale qui traquent le confusionnisme, enfin c'est le nouveau truc à la mode, on les voit épinglés chez nez, qui pourtant lui-même avait toujours été le premier à faire le cordon sanitaire avec des tas de gens de nos sphères comme Alain de Benoît ou Laurent Ozon, mais parce que, ça y est, il est d'accord avec les catholiques, d'ailleurs peut-être est-il catholique lui-même, mais parce qu'il est d'accord avec les catholiques, finalement, donc ça y est, c'est un réac, donc ça y est, il est en train de se droitiser, et c'est toujours ce truc, et justement c'est ça qui est intéressant, comme le dit Arnaud, et c'est ce que je constate également, c'est que si on prend toute la gauche, aujourd'hui de plus en plus, elle devient totalement progressiste, redevient totalement progressiste, je dirais plus que libéral, je dirais progressiste en général, parce qu'il y a aussi un socialisme progressiste et ainsi de suite. Il y a les écologistes sincères de type décroissant qui commencent à en avoir ras-le-bol des gauchistes qui leur donnent des leçons, qui saccagent leurs projets. Enfin voilà, c'est toujours le débile mental qui saccage tous les projets, comme dans les ZAD, ça a été le cas. Il y avait des gars qui pouvaient avoir des idées intéressantes. On fait débarquer 50 blaireaux habillés en noir, machin, etc. Le truc est dégommé en d'autres mouvements, quoi. Donc ils commencent à en avoir marre de leur côté. On a vu un phénomène dans une manifestation à Strasbourg où deux gars qui étaient proches d'égalité et réconciliation se sont fait chasser par les mecs du NPA, mais ont été défendus d'une certaine manière par le reste du cortège composé de personnes des Verts, d'associations écologistes, etc. Donc peut-être aussi qu'on va avoir une fracture à droite, qui de toute façon a toujours existé, parce que je pense qu'il y a une droite libérale et une droite antilibérale d'une certaine manière, et il va y avoir de nouveau une fracture à gauche, et on voit de nouveau cette convergence, pour moi ce dialogue qui pourrait se nouer entre la gauche antilibérale authentique, comme la décroissance, comme Michéa, enfin tous ceux qu'on lit en fait et qu'on promeut, même élus parmi les plus anciens, et une droite antilibérale, dans laquelle on pourrait nous classer, même si je sais qu'on a un certain nombre à pas vouloir être classé à droite. Voilà. On pourrait rappeler l'affaire Onfray à Benoît qui illustre parfaitement le propos. Surtout quand on est dans le pays. Voilà, on a un cas parfait de confusionnisme, comme diraient nos amis. Ah ouais, non, mais tout à fait. L'Internet, avec ses passerelles qui se créent, avec Onfray qui appelle à écouter Radio Courtoisie parce que c'est le discours, le seul discours intelligent qu'il peut entendre. Donc en fait, c'est vrai que sur Onfray, ce qui était intéressant, c'est par rapport à de Benoît. Ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que, alors là, c'est petite digression. C'est que Manuel Valls a dit, si les mecs qui bossent à son ministère sont aussi mauvais, c'est quand même inquiétant, a dit qu'en gros c'était un peu le doctrinaire du Front National, c'était limite ça, alors que je pense qu'il n'y a pas plus... je sais pas sur quoi le Front National est raccord avec Alain de Benoît, si peut-être sur le traité transatlantique ou des éléments comme ça, mais voilà, alors que de Benoît est précisément peut-être celui du Grèce et de la Nouvelle Droite, qui a le plus fait un virage que je qualifierais de à gauche, en étudiant Marx, en étudiant la décroissance, en publiant un livre sur le traité transatlantique, en tenant même des propos sur le communautarisme, en étant beaucoup moins sur des optiques ultra-identitaires, comme le sont restés un grand nombre de ses anciens amis ou encore amis actuels. Il a adopté des positions ambiguës. On sait par exemple que Crisis, qui est géré par Thibaut Isabelle, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, Thibaut Isabelle, et pas spécialement sur des raisonnements de type identitaire ethnique. Donc c'est vrai que... Pour le coup, la convergence se faisait avec celui qui avait peut-être le plus amendé certains éléments de la droite identitaire traditionnelle, et qu'on nous a présenté comme limite étant le doctrinaire identitaire abominable.
on voit aussi qu'au sommet, ils sont complètement paumés en fait. Et je pense qu'ils seront. La confusion, c'est pas nous qui l'entretenons, je pense qu'en fait la confusion elle vient du temps, d'une certaine manière, parce que on est exactement comme dans les années 20-30, d'une certaine manière, pas pour des mouvements politiques brutaux ou ça, mais plutôt dans l'idée de remise en place de nouvelles formes d'idées, révolution conservatrice, mouvement non conformiste, ce genre de choses. Je pense que c'est un peu le même esprit qui est en train d'animer un peu le monde intellectuel dans lequel on est en train d'évoluer. Arnaud ? Effectivement, sur la question des confusions, la dernière victime en date, c'est Pierre Rabhi, justement, qui a été traité de réactionnaire parce qu'il était hostile. De tout. Facho, parce que je crois parce qu'il est hostile à la PMA et à la GP1. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est très amusant, c'est que maintenant, quand vous pensez qu'un enfant, c'est un homme et une femme, vous êtes fasciste. Alors bon, c'est intéressant. Enfin, là, on atteint quand même un niveau de crétinerie qui est quand même. Enfin, là, pour moi, on n'est même plus dans le raisonnement. Enfin, on est dans la crétinerie. C'est le terrorisme crétinerie pure, habituel, issu de 68. Enfin, on est là-dessus. Clairement, c'est ça. Et parce que je pense que singulièrement, effectivement, toutes les espèces de magistère intellectuel que ces gens-là avaient, il y avait eu des gens brillants, et puis effectivement, les tocards qui sont en fait des gamins attardés, qui ne supportent pas qu'on leur enlève l'enjeu, comme l'avait fait remarquer un camarade d'Imas sur des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement on est dans le changement de paradigme. Et effectivement, comme tu l'expliquais, les changements de paradigme, on est en train de se rendre compte qu'on assiste à ce qui est en partie en Allemagne la révolution conservatrice, mais ce qui nous touche en France, c'est-à-dire les non-conformistes des années 30, et notamment autour de figures comme ont pu l'être Ellul et Charbonneau, qui représentaient les personnalistes et tout ce qui était ordre nouveau. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des convergences sur des questions, parce que là, les convergences ne se font pas politiquement, puisqu'on n'est plus du tout dans un combat politique, mais comme on est dans un combat anthropologique, sur effectivement des gens qui aspirent à une logique stoïcienne de la bonne vie, la vie même Mounier des années 30 est vachement équilibrée, mesurée, qui se retrouve après effectivement dans l'essence commune d'Orwell, qui est repris par exemple par Michéa ou même par Onfray. Mais après, ce qui est intéressant, c'est la question de la dialectique aussi. C'est-à-dire que dans le numéro de la décroissance, il parle justement de la dialectique parce qu'on leur reproche d'avoir des soutiens identitaires. On a dû un peu contribuer à ça. Enfin, il y avait eu l'interview dans Novo Presse, et puis nous, c'est que maintenant sur le cercle non conforme, on en parle énormément, bien qu'on ne soit pas les seuls. Et donc, il y en a qui, à la limite, je vais me désabonner. Enfin, c'est ce genre de choses. Et en fait, il parle de la dialectique parce que s'il y a une absence de dialectique, c'est-à-dire que ce terrorisme intellectuel de certains qui est à la fois juvénile, mais à la fois aussi sûrement le fruit d'une certaine tournure d'esprit, paralyse totalement les gens. C'est-à-dire que parce qu'il y a un petit groupe qui va pointer le doigt en disant ah mais vous n'êtes pas suffisamment ceci, vous n'êtes pas suffisamment cela. Les gens se sentent totalement tétanisés et ils tiennent des propos ubuesques sur le truc de Rabhi. On avait droit à un type qui disait ah oui mais vous vous souvenez quand même les Verts, il y a eu une scission parce que à une époque ils ont voulu défendre le bocage normand avec des vaches normandes et des paysans normands, et que quand on fait identité plus écologie ça rappelle quelque chose de quand même douteux. Je me dis attends, tu veux défendre quoi? Tu veux défendre le blocage normand avec des ébus et des travailleurs des ébus sénégalais et des travailleurs chinois? Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait on en est là quoi. C'est-à-dire que un machin plus identité, limite, c'est ce que j'avais mis d'ailleurs moi, limite c'était Walter Darré quoi, Pierre Rabhi. On était vraiment dans un truc, on est dans la non-pensée. Non mais c'est systématiquement comme ça. Et je pense que quelque chose qu'on peut dire, c'est que justement, pour revenir à l'encyclique, le pape a eu le courage, on en parlait du terme de décroissance, de justement ne pas baisser, on va dire, son pantalon. Pour la personnalité pontificale, c'est peut-être pas très, très adapté, mais justement d'aller au bout des choses. Et peut-être aussi que cette indépendance, sa position lui a aussi permis de le faire. Et je suis d'avis que finalement, peut-être qu'on peut le critiquer sur, c'est vrai, ses positions sur les migrants. Moi, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, ce genre de choses. Mais il faut savoir décorer les choses. C'est-à-dire, oui, il y a le problème des migrants, c'est une chose, mais il y a aussi la question anthropologique, c'est-à-dire quel type d'humanité nous aurons demain. Alors, l'un ne va pas sans l'autre, selon notre point de vue, mais c'est déjà bien qu'il soit allé au bout d'une démarche, au moins sur un point. Après, personnellement, j'attends pas spécialement d'un catholique qui me fasse un discours racialiste, à la David Duke. Je veux dire, c'est pas ce qu'on attend d'un pape, quoi. Au bout d'un moment, il ne faut pas attendre des gens qui sont pas là pour donner, en fait. C'était une simple parenthèse. Oui, je peux juste ajouter aussi une chose, c'est qu'on l'a déjà dit au début de l'émission, mais il y a quand même une énorme part de désinformation médiatique autour des propos du pape.
C'est-à-dire que les discours du pape sur les migrants ont pour la plupart été déformés. Encore une fois, c'est une dépêche AFP qui a été pondue, qui a été reprise. Et moi, je me souviens d'un cas spécifique, c'était un des premiers quand il était allé à Lampedusa. J'avais lu en fait un article dans le Figaro, je ne sais quoi, disant que le pape appelait les Européens à accueillir les bras ouverts tous les clandestins de la terre entière. J'ai été ulcéré, voilà, enfin vraiment particulièrement déçu et inquiété que le pape se mette à aborder ce genre de choses et en plus comme ça. Le soir, en rentrant chez moi, je suis allé sur le site du Vatican lire le texte intégral, sauf qu'en fait, il n'a jamais dit comme ça, et il y avait quand même 20 ou 30 lignes avant dans lesquelles il condamnait tous les réseaux qui poussaient les clandestins à venir sur nos côtes, et où il dénonçait tous les circuits justement clandestins qui instrumentalisaient ces hommes pour finalement, encore une fois, des raisons de profit financier. Donc j'invite quand même nos auditeurs parfois à aller chercher aux sources, quoi, parce qu'il y a quand même un véritable... Mais ce que tu dis très bien, d'ailleurs, c'est valable pour beaucoup de choses, mais moi je sais que pour en avoir parlé à Rome avec une partie de ma famille qui est assez proche du Vatican, les discours qui tiennent sur les migrants ne sont pas du tout des discours angéliques, ne sont pas du tout des discours il faut accueillir toute la misère du monde, machin. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose qui est très différent, c'est-à-dire justement il y a le problème des mafias, il y a le problème des passeurs, enfin tout le monde est conscient de ça, même en Italie, même chez beaucoup de chrétiens italiens. Bon, après, dans le détail, il y a beaucoup de choses qui sortent en Italie auxquelles on n'a pas accès, et c'est vrai qu'en Italie, je sais que même Salvini, il y a eu des oppositions, enfin bon, je sais pas trop, mais Julien, Angela, un mot là-dessus? Oui, c'est important de rappeler que le pape est aussi mal conseillé de temps en temps, et que dans l'histoire, ça s'est vérifié à plusieurs reprises. Vous avez l'excommunication de l'Action française au début du XXe siècle qui a été levée 10 ans après. Vous avez à la fin des années 20 le pape qui, en apparence, lâche les Cristeros au Mexique parce qu'il a été aussi trompé par les évêques qui se mettaient au milieu entre les combattants et le pape, alors que le pape, dès le début, avait soutenu largement la révolte et avait dit désobéissez à l'État. Je me permets de faire une digression là-dessus parce que j'ai rencontré récemment un prêtre qui a baptisé l'arrière-petit-fils du président Caillès. Donc je crois qu'au final les Cristeros ont gagné. Voilà, bon, je referme ma parenthèse. Ce que je voulais dire aussi sur le pape, c'est qu'il est complètement insaisissable et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au début de son pontificat, on se disait c'est un jésuite argentin du temps de la dictature, il n'a rien fait à l'époque pour s'y opposer, donc c'est un fasciste. La preuve, il a dit que l'Église n'était pas une ONG, sa fameuse phrase, je ne sais plus lors de quelle messe. Il avait dit en même temps ce qui est vrai. Il avait dit si vous n'êtes pas avec Jésus, vous êtes avec. Si vous ne priez pas Jésus, citant Léon Blois, vous priez Satan. Donc là aussi, chez les progressistes, cri d'orfraie. Après, il y a le discours sur les migrants qui, c'est vrai, a été mal compris. Mais les progressistes ont dit il est de notre camp, donc c'est super. Puis en plus, il vire le cardinal Burke d'inspiration plutôt tradie, donc on se dit il est vraiment de notre camp. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il choisit le cardinal Sarah à la tête de la congrégation de la liturgie et de la discipline des sacrements. Donc en gros, pour faire très simple, le ministre de la messe, quoi, je schématise à outrance, qui est plutôt tradie, qui critique complètement les déviances de la messe, de la forme dite moderne de la messe. Donc voilà, il est complètement insaisissable et c'est justement pour ça que son discours, à mon avis, est efficace et peut toucher tout le monde, autant les milieux droitards que les gauchistes et tous les hommes de bonne volonté. D'ailleurs, le cardinal Sarah, qui est africain, c'est un cardinal qui a justement des positions que les opposants à l'Église qualifieraient de réactionnaires. Et qui en plus a un discours très simple sur voilà, moi quand j'ai fini d'être cardinal je repartirai en Afrique parce que c'est là où j'ai à la fin à accomplir des choses. Enfin c'est un discours comme ça qui est d'ailleurs très intéressant. Bon, je me dis voilà, l'Église reste quand même universelle, il y a des gens de peuples différents et c'est pas forcément parce que justement pour le coup le cardinal est africain que forcément il va faire du lobbying. Voilà. En fait, il a eu ce que j'ai entendu et lu de lui était justement peut-être bien moins idiot que certains évêques bien entre guillemets de chez nous, de vieilles familles catholiques et bien plus enracinés, de vieilles familles catholiques de grandes régions catholiques de l'Ouest ou du Nord, etc., qui sont complètement progressistes, par exemple. Et juste avant lui, un dernier élément, le cardinal, je crois que le cardinal Robert Turkson, qui est ghanéen si je ne me trompe pas, qui avait diffusé une vidéo dans une séance relativement fermée, je crois, au Vatican, sur la démographie musulmane, et qui disait que les musulmans avaient en moyenne 8 enfants par femme, et que les Européens ne pouvaient pas survivre en faisant 1,2 par femme, que le seuil n'était pas atteint. Et dans le même ordre d'idée, vous aviez quelques années plus tôt, dans le dernier livre du cardinal Ratzinger, avant qu'il devienne le pape Benoît XVI, un ouvrage très fort, c'est L'Europe, les fondements, son avenir. Et il écrit que l'Europe est menacée d'abolition
Il dit l'identité de l'Europe est menacée d'être abolie par des transplantations contre nature. C'est quand même incroyable. Et il dit l'Europe est en cours d'extinction ethnique. Voilà, donc c'est très clair. Non, mais c'est encore une fois, si c'est pas relayé, c'est pas connu. Comme c'est pas connu, on base son jugement, son raisonnement sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire sur ce que les médias diffusent. Et on en revient toujours à la sempiternelle question de la réinformation ou ce genre de choses qu'on a traité Arnaud déjà. C'est que finalement, pour pouvoir réinformer, il faut déjà s'informer soi-même. Et d'où d'ailleurs l'intérêt, par exemple, de ce qu'on fait aujourd'hui, d'avoir ce débat autour de cette encyclique. Bien que je pense qu'on doit trouver peut-être des podcasts ou des archivages d'émissions de radio peut-être qui ont traité aussi du sujet, enfin il me semble, Pierre. Oui, alors il y en a deux que j'ai particulièrement notées, qui étaient deux émissions de Radio Courtoisie, une dirigée par Henri de Lesquin et qui tenait justement le regard très critique et plutôt libéral sur l'encyclique, et puis la deuxième qui pour le coup était vraiment à mon sens définitive, qui a profondément fait le tour de la question, c'était l'émission de Jacques Trémollet de Villers, et qui a fait vraiment une lecture magnifique et profonde sur l'encyclique papale. À mon sens, vraiment une émission définitive. Merci. Est-ce que messieurs, vous avez quelque chose à rajouter ? Je pense qu'on a plutôt pas trop mal traité ce qui nous est venu par rapport au sujet. Je vous propose de passer à la suite de l'émission. Et donc on va changer le tour de table provisoirement. Donc on va mettre une pause musicale. On va mettre une pause musicale sur Méridien Zéro et puis on reviendra pour traiter la suite avec, on va dire, une petite surprise. Défenseurs de la foi, décuplez de vos ailes l'ardeur de nos combats. Daignez y affaiblir tous ceux qui nous contestent. Ô vous princes des anges, la milice céleste. Défendez-nous dans les combats. Gardez nos armes du trépas. Intercédez de grâce face à nos ennemis. La force de nos prières déboutera l'impie. Car cette terre sacrée, où vécurent tant de saints, ne peut mourir ainsi sous le poids du malin. Défendez-nous dans les combats. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre soutien contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu nous fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la ville céleste, repoussés dans l'enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Défendez-nous dans les combats. Et quand le jour viendra de sonner notre mort, repensant à ma vie une dernière fois j'implore, intercédez pour nous auprès de notre Père, que tous nos camarades triomphent de l'enfer. Défendez-nous dans les combats. Nos armes du trépas.
Bien, de retour sur Méridien Zéro, donc j'ai avec moi Tanguy du groupe Frontières Patriotes. Tout à fait, FTP, oui. Et donc, alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici à Academia Christiana? Bon, déjà, je suis venu détendre l'atmosphère juste après. J'ai pu constater. Exactement, juste après cette petite discussion sur Méridien Zéro qui était très intéressante. Ce que je suis venu faire, c'est que j'ai toujours été assez friand des différentes universités d'été où je pouvais passer. C'est la première fois que je viens à l'Academia Christiana pour une raison géographique, c'est parce que c'était pas très loin d'une part de chez moi et que j'avais la possibilité, grâce à des camarades qui allaient en voiture, de profiter justement des transports. De surcroît, je pense que c'est toujours intéressant, une fois par an, de resserrer les liens, de rencontrer de nouvelles personnes. En l'occurrence, Jean, c'est la première fois qu'on se rencontre virtuellement et pourtant on se connaissait déjà par d'autres moyens. Donc l'idée, voilà, c'est ça, resserrer les liens, se réinformer, entre autres suivre des conférences, et puis passer un bon moment entre camarades. Voilà. Et de ce que tu as entendu, t'es venu comme moi en fait, on est arrivé le vendredi, finalement de ce que tu as vu pour l'instant, de ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que cette université d'été a une particularité et qui est une force, c'est qu'elle s'adresse entre autres à un milieu plutôt catholique, à des gens qui pour la plupart sont devenus militants dans les rangs de la Manif pour tous ou du Printemps français, et je trouve que les conférences sont d'un niveau assez élevé, plutôt bonnes, bien préparées, et amènent une idée, une marque, une empreinte politique que n'ont pas forcément les gens qui sont dans le milieu catholique. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il est bon de politiser ces gens, et ce sont des gens, ils nous l'ont fait remarquer pendant les différentes manifestations, ils sont friands justement, et je pense qu'il y a une véritable attente de la part de ces jeunes, une attente spirituelle et puis une attente d'idéaux politiques également. Oui, c'est assez juste. Bon, c'est un peu le constat que j'effectue aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura l'occasion de s'entretenir avec justement quelques-uns de ces jeunes qui ont participé à Academia Christiana. Ouais. Venons-en maintenant à l'actualité. Donc l'actualité d'FTP, c'est quoi alors? Exactement. Alors l'actualité d'FTP, on avait promis à notre public une sortie d'album en hiver 2015, on est maintenant à l'été 2015, il s'avère qu'on a eu un problème technique, ça ce sont les aléas du métier, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas rémunérés pour ce qu'on fait, et qu'on s'entoure de personnes qui travaillent avec nous, qui n'ont pas forcément au prix qui pourrait, en tout cas au prix du marché, et il s'avère que du coup on n'est plus forcément une priorité pour eux, et on a pris un certain retard à cause d'un ingénieur du son qui continue à travailler sur nous, avec nous en tout cas. Donc aujourd'hui on ne donne plus de date pour la sortie de notre 3e album, qui comportera une dizaine de titres, mais une chose est sûre, c'est qu'il finira par sortir avec, tu connais peut-être un petit peu FTP, j'espère que les auditeurs de Méridien Zéro nous connaissent également un petit peu. Nous on avait fait une chronique sur le dernier album. Tout à fait, exactement, une très bonne chronique d'ailleurs. On vous parliez entre autres de la qualité sonore et technique de cet album. On va encore monter une échelle, un cran, ce qu'on a pu enregistrer avec des moyens très professionnels. Et donc on en attend un retour qui devrait être excellent. Voilà. Et donc on va vous retrouver en novembre. Exactement, alors j'en profite pour faire un petit peu de réclame. On va jouer à Paris ou en région parisienne pour le 2e congrès européen le 14 novembre prochain, à l'affiche entre autres du concert du soir, donc Ultima Frontiera, un groupe italien qui est très connu. Exactement. Un autre groupe que je ne connais pas, mais c'est toujours l'occasion justement de découvrir, un groupe russe, Death Penalty, et donc FTP qui représentera la scène musicale française. Voilà, gros retour sur scène. Super, merci pour ces quelques mots. C'est moi qui te remercie. Et écoute, bon courage, bonne continuation, on attend le prochain CD. Très bien, et puis on se retrouve tous le 14 novembre prochain. Ah, normalement, ouais, nous, on y sera aussi, puisqu'on était déjà l'an dernier, donc exactement. On y sera aussi. Merci beaucoup, Méridien Zéro. C'est nous qui te remercions encore. Alors cette deuxième partie, après l'interview de Tanguy de FTP, nous conduit à centrer notre propos sur Academia Christiana, très exactement, donc sur cette semaine de formation à cette université d'été catholique. Avant de donner la parole à Victor Aubert, qui est donc un peu à l'origine et on va dire organisateur du projet,
Donc j'ai autour de moi un certain nombre de participants que sont Mayol, donc âgée de 20 ans. Bonsoir. Bonsoir. Diane, âgée de 19 ans. Bonsoir. Pierre-Antoine, âgé de 24 ans. Bonsoir. Pauline, âgée de 21 ans également. Bonsoir. Et Julien, âgé de 27 ans. Bonsoir à tous. Donc il y aura, d'ailleurs c'est la deuxième fois que tu dis bonsoir à tout le monde. C'est quand même un privilège que peu de personnes ont eu dans l'historique de Méridien Zéro. C'est pas un grand honneur. Ah ben voilà, tu pourras t'en souvenir jusqu'à la fin de tes jours. Donc, mon cher Victor, présentation de Academia Christiana, genèse, premier bilan de toute cette expérience depuis que vous l'avez initiée. Donc Academia Christiana, c'est né en fait d'un groupe d'amis suite un peu à quelques, je dirais, frustrations. Je ne sais pas si le terme est vraiment approprié. En fait, on s'est rendu compte que d'une part, dans notre univers d'amis, de connaissances, etc., les gens manquaient beaucoup de formation fondamentale. Et que finalement, en dernier ressort, les gens n'étaient pas capables forcément de justifier leur choix et abandonnaient finalement à un moment donné leurs engagements faute de profondeur qui les enracinerait vraiment dans une compréhension complète de ce qu'ils défendent. Et on s'était dit que finalement il n'y avait aucune formation proposée pour les jeunes, c'est-à-dire en dehors de fac, de licence de philo, etc., une formation un peu synthétique d'une semaine qui permettent de donner, qui se centre sur les fondamentaux, sur des axes centraux en politique, en philosophie et l'aspect spirituel qui lui a aussi sa place, mais non pas qui serait une sorte de retraite spirituelle, mais davantage de donner à des jeunes qui, souvent pour la plupart, n'ont pas forcément toujours eu la chance de recevoir une connaissance vraiment du christianisme, donc de donner en 4 conférences un peu les points centraux, une connaissance de la religion catholique. Donc le but premier était de développer une formation pour les jeunes pendant une semaine l'été, parce qu'en gros l'été on peut faire quand même plus de choses que dans l'année, on peut vraiment attaquer les choses un peu en profondeur. Le tout dans une ambiance qui soit la plus appropriée à nos âges, à notre génération, donc voilà, avec du sport, avec une buvette le soir, avec des veillées, avec pas mal de liberté, de temps libre, etc. Du LSD ou non? Alors ça, pour le coup, on n'est pas forcément la clientèle... pas trop fan. Hein. Voilà. Et tout ça aussi, ce qu'on s'est aperçu quand même au terme de la première université d'été, donc qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant, c'est que le risque avec ce genre d'œuvre était de créer une sorte de cercle de consommation de conférences qui n'aboutissent finalement que dans une sorte d'érudition un peu stérile, et que ce qui serait, je dirais, cohérent, ce serait de développer des possibilités d'initiative après l'université d'été. Mais étant parisien, les choses me paraissaient assez saturées à Paris, et même en général, je pensais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui existaient et qui étaient déjà très bien, enfin bien sûr incomplètes, mais qui avaient le mérite d'exister et qui étaient capables de proposer une issue cohérente à nos participants. Donc l'idée a été de se dire, en gros, on va essayer de conserver un lien avec les participants des différentes universités d'été, de créer une forme de réseau, en essayant un réseau qui repose avant tout sur l'amitié et des convictions communes. Donc un réseau qu'il faut entretenir parce qu'on a des participants qui viennent de la France entière, et ensuite d'essayer de garder contact avec ces participants en les invitant à s'investir sur des choses déjà existantes. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel à des intervenants du MAS, mais on a aussi des jeunes qui sont déjà engagés dans d'autres mouvances militantes comme Génération Identitaire, l'Action Française ou d'autres. Le Parti communiste, la CNT, enfin... Voilà. Non, ça non. Ça, on n'a pas encore, mais on n'est pas forcément hostile à les accueillir. Quand c'était plus négligeable, disons. Et du coup, notre idée, c'est plutôt donc d'avoir un réseau qui soit un peu comme une branche de catholiques qui viennent s'investir dans d'autres structures déjà existantes, tout en restant en contact, parce que justement une synergie et un réseau permet justement de créer des projets,
d'être davantage efficace quand on est unis, qu'on se connaît, qu'on peut reposer sur toutes ces choses sur des amitiés. Et effectivement, on voit quand même à l'échelle de 3 ans qu'il y a quand même des amitiés qui sont créées, qu'il y a des gens qui se sont engagés, que finalement, en dehors d'Académie Chrétienne, d'autres projets sont nés. Voilà, donc ça a un effet et ça nous motive pour continuer dans cette voie-là. Et juste un autre aspect spécifique d'Academia Christiana, c'est justement une certaine ouverture au-delà des simples univers catholiques habituels. Justement, voilà, le fait ne serait-ce que du choix de cette thématique sur le capitalisme, du choix aussi l'année dernière d'avoir traité le thème de l'identité, qui sont des thématiques qui font parfois un peu peur aux catholiques. Et donc justement d'ouvrir notre champ de formation, d'interrogation, et aussi d'inviter des intervenants qui ne sont pas forcément habituellement invités dans ces cercles-là. D'où justement la présence... Comme moi par exemple. Voilà. Donc, parce que voilà, on est convaincu que... Comme Arnaud. Voilà, on est convaincu que c'est vraiment nécessaire d'élargir un peu nos réseaux. Et que finalement il en sort énormément de bien et qu'on fait appel à des forces extérieures qui sont parfois très bénéfiques, qui apportent du sang neuf aussi au sein des réseaux catholiques. J'aime pas le terme milieu, donc voilà. Merci pour cette présentation. On voit quand même assez bien où vous voulez en venir. On voit quand même qu'il y a une portée qui est très importante pour l'engagement, et c'est ce sur quoi on va s'attarder. C'est vraiment l'engagement avant, après, est-ce qu'il y avait un engagement avant, est-ce qu'il y aura un engagement après, quels sont les projets, ce genre de choses. Arnaud, oui. Quelques mots. Quelques mots, moi effectivement j'ai en plus donc, de squatter à nouveau les zones de Méridien Zéro. Je pense que je vais prendre un abonnement définitif dans la plupart des émissions, ce qui à mon avis satisfera notre ami Roumégas très rapidement. Oui. Si je peux me permettre ce petit aparté. Non, moi je suis venu à l'invitation de Victor pour traiter d'un thème et d'un événement qui est sous mai 68, mais pas dans l'optique habituelle où on peut l'entendre, voilà, mai 68, cette espèce de chose qu'il faut impérativement critiquer, qui est toujours critiquable et qui représente un peu le mal absolu depuis presque un demi-siècle, mais plutôt dans l'idée de quels éléments positifs et intéressants pour les types d'actions, et notamment les actions anthropologiques, on peut tirer de mai 68. Et effectivement, ce qu'on a expliqué déjà en première partie d'émission à travers l'encyclique du pape, mais notamment ce que font Gauthier de Desse à la suite des veilleurs et la revue Limite, veut dire qu'effectivement, il se produit un changement de paradigme politique, mais ils sont en fait des changements de paradigme, je dirais, anthropologiques. Effectivement, une droite, on va dire, traditionnelle, chrétienne ou non, qui se préoccupe à nouveau de thèmes qu'elle avait malheureusement abandonnés, on va dire, entre guillemets, la gauche pendant un certain nombre d'années, et notamment pour les questions d'écologie, de retour à la terre, de simplicité volontaire, de sobriété, de tout ce qui est en fait une vie bonne et saine, parce que, comme j'ai expliqué dans mon intervention pendant longtemps, c'était un peu ce qu'on a expliqué aussi dans la première partie de l'émission, c'est comme l'écologie, c'est les gens de gauche, on n'en parle pas parce que justement on n'est pas de gauche. Alors que justement tout ce qui est en train de se passer, l'écologie profonde, l'écologie véritable, c'est la question de la limite, c'est la question de la mesure, donc c'est la lutte contre la démesure, le bruit dont parlent les Grecs. Et effectivement, on peut, ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'importance de la manif pour tous et du printemps français, d'avoir posé les vraies questions qui étaient les questions pas tellement juridiques, même si c'était important, mais les vraies questions profondes, les vraies questions anthropologiques. C'est la question de la PMA et de la GPA, parce que derrière, c'est la question effectivement que comme j'ai une volonté, j'ai donc un droit, surtout si j'ai de l'argent, et donc je peux tout me permettre. Alors que justement, c'est de montrer qu'il y a une mesure, il y a une limite, et c'était un peu l'objet. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement de la part de Victor, de dire que dans un univers catholique auquel on ne s'attend pas trop à parler, à essayer de trouver des éléments positifs, en tout cas de mai 68, on soit capable de parler de ça pour justement parler des questions importantes, essentielles, actuelles. Tout à fait. Ce soir, c'est Julien Langella qui va intervenir sur plutôt la jeunesse, plutôt comment agir en politique. Les deux, puisque la conférence est destinée à des jeunes, donc évidemment mon propos sera de mettre en lien la nécessité évidemment d'agir en politique, quels écueils éventuellement éviter, après sans tomber non plus dans un mode d'emploi très précis. Je pense que chacun a son expérience personnelle et son témoignage à faire. Après, en effet, oui, je crois qu'il y a un rôle
primordiale de la jeunesse aujourd'hui, puisqu'elle vit en premier lieu tous les fléaux du monde moderne, que ce soit le contexte violent avec l'immigration, la précarité, la chute de la transmission de la mémoire, la faillite de l'école. Donc voilà, oui, on ne peut pas parler militantisme politique sans mettre la jeunesse au centre de la question. Et pour l'instant, comment l'ouvrage que tu as écrit a été reçu dans l'ensemble ? Alors dans l'ensemble, je crois avoir reçu un succès critique. Je parle des journalistes qui ont parlé du bouquin. Après, au cours des rencontres, c'était assez intéressant puisque j'ai quand même eu pas mal de vieux qui ont acheté le bouquin. Alors dans mon bouquin, je distingue les vieux des anciens, donc je me reprends tout de suite. Ce sont des anciens qui ont acheté mon livre. Ah oui. Je me souviens bien de ce que tu nous as raconté, Alice, voilà. C'était d'ailleurs très intéressant. Et puis j'ai eu des critiques de jeunes vieux aussi qui disaient mais non mais t'as rien compris, en fait la jeunesse c'est tous des fumeurs de joint, alors que j'explique le contraire sur 200 pages. Et donc voilà, un accueil très intéressant et qui a donné donc lieu à de nombreux débats. Alors ce qui est la transition toute trouvée pour s'adresser désormais aux jeunes ici présents. Donc ça va être un peu le baptême du feu pour la plupart d'entre vous. Je pense que personne n'a déjà parlé dans une radio, mais bon, c'est pas, ça va en siffler. Pourquoi êtes-vous venu en fait à Academia Christiana qui veut se lancer? Sinon, j'en désigne un au pif, il y en a plein qui se sacrifient. Alors, Mayol. Ouais, donc il se trouve qu'en fait moi j'avais déjà participé à une université d'été à Paris, l'IFP, donc l'Institut de formation politique. Et en fait, j'avais trouvé que la formation qui nous était délivrée était une formation beaucoup de terrain, donc des gens qui étaient par exemple qui dirigeaient un think tank, qui avaient déjà un poste en tant que député. On a eu des députés qui ont intervenu, tout ça était très intéressant, mais en fait ce que je recherchais aussi, et je ne l'ai pas forcément eu à l'IFP, c'était une formation de fond qui, quand on est catholique, on ne peut pas agir en politique sans admettre par exemple qu'il y a un certain ordre des choses préexistant dans la société, qui préexiste à l'homme. Et je pense que c'était important de se former à la philosophie classique, même si c'est pas forcément quelque chose qui va de soi dans ce genre d'université. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de thèmes qui étaient effectivement très philosophiques en lien avec la théologie catholique. Enfin, c'est vrai que c'était très, très riche sur ce plan-là. On va interroger une demoiselle en deuxième. Oui, vas-y. Alors, tu peux rappeler comment tu t'appelles ? Pauline. Pauline. Alors j'ai rencontré en fait un des organisateurs un peu par hasard au cours d'une semaine de marche, d'un boom en fait, donc une sorte de pèlerinage. Et j'ai trouvé vraiment que cette idée de se rassembler ensemble pour se former à des questions fondamentales et éthiques était vraiment intéressant parce que ça nous permettait d'allier en fait un regard politique et chrétien sur le monde d'aujourd'hui, et que c'était très important pour nous en tant que jeunes, sachant que c'est nous qui allons être amenés à nous engager pour la suite. Donc je trouvais que c'était une démarche très intéressante et voilà, Je tenais juste à ajouter que ce que j'ai dit sur l'Institut de formation politique ne tendait pas du tout à dénigrer. Non, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. C'est chacun à son. À mon sens, c'est complémentaire. Pas de problème, chacun a son. Diane. Alors moi, contrairement à Mayol, je n'avais jamais assisté à d'université catholique ou pas. Et ce que je recherchais vraiment en m'inscrivant ici, c'était conjuguer une conception des valeurs et ma conception des valeurs et de la vie et de la religion, avec une réflexion assez poussée mais en même temps accessible en ce qui concerne notre vie future, donc le monde, l'économie, la politique, et avec la ligne directrice de cette semaine d'université m'intéressait énormément, parce que je pense que c'est une question qui est très très importante en fait aujourd'hui, quoi. Le capitalisme. En l'occurrence, c'est exact. Alors après, on a des profils qui sont moins, on va dire, qui ont déjà des engagements, comme c'est le cas de Pierre-Antoine. Donc rapidement, hein, c'est pour placer. Donc tu as été responsable FNJ. D'accord, local, oui. Local. Hein. Et non, mais c'était déjà un engagement. Et donc toi qui as déjà eu un engagement, en plus dans un parti électoraliste, pourquoi venir dans cette université d'été ? Premièrement par curiosité, je trouve ça toujours très intéressant de découvrir
ce qu'organisent au niveau formation d'autres mouvements politiques, des mouvements plus religieux parfois, et aussi à chaque fois pour se former, parce que quand on a beau avoir un engagement dans un mouvement qui fait par exemple de la politique électoraliste, c'est important de se recentrer sur des bases et sur une définition et un discernement de notre action politique et des objectifs qu'on souhaite atteindre. Parce que le militantisme politique, c'est un moyen, donc un moyen à redonner un but. Non. Si. C'est la main sur la table. D'accord, je tape sur la table. Excusez-moi. Donc, à mon sens, c'est toujours très bien de se former, de rencontrer d'autres personnes, et puis de retourner sur des bases, des bases doctrinales, des bases philosophiques, pour savoir tout simplement pourquoi on se bat, et pourquoi on donne son temps, pourquoi on donne son énergie, pourquoi on donne sa foi. Et comme je serais sympa, je ne poserai pas de questions sur le Front National. Merci. Mais en même temps, c'est pas constitué que de bases philosophiques, on est aussi vachement tourné sur l'avenir, je trouve, pendant cette semaine. Et oui, c'est ce qui m'a semblé également. Donc c'est toujours... alors Julien, qui a un profil, on va dire, un peu d'entre-deux, parce que t'es pas dans la génération des 18, 21, 22 ans. Plus, malheureusement. Voilà, plus. Donc toi qui as 27 ans, qui est donc déjà adulte, qui a déjà un bagage derrière toi, pourquoi être venu dans cette université d'été ? Eh bien, tout simplement, je suis ami avec un certain nombre de membres du staff. La ville de C qui nous accueille est très agréable. Et c'est une manière saine de passer des vacances, en se rappelant effectivement les valeurs fondamentales auxquelles nous adhérons, et en prenant le temps de se former sur des choses moins triviales que celles que nos métiers respectifs peuvent nous amener à explorer le reste de l'année. Je remarque que cette université d'été a pour mérite de combler un réel manque. De toute façon, si jamais elle est née, c'est qu'il y avait en soi un manque, mais autrefois, pour dire autrefois, c'était même au Moyen-Âge, les universitaires commençaient par étudier la philosophie avant de se tourner vers des sciences plus concrètes, qui étaient la médecine, la mécanique ou autres. Je remarque que le bagage philosophique au lycée de nos jours est de plus en plus amoindri, on parle même ponctuellement de le supprimer, apparemment l'ordre du jour a été dépassé, et je crois qu'à ce niveau-là, cette université d'été à son niveau permet de donner un bagage. D'autre part, il y a aussi, je crois, un réel manque de culture doctrinale catholique dans la plupart des gens qui se disent chrétiens, qui se disent catholiques, et ici, on aborde et on approfondit là-dessus un certain nombre de vérités doctrinales. Merci pour ce témoignage, d'ailleurs auquel je souscris en grande partie, puisque effectivement, on voit l'élagage qui est fait dans les contenus, dans l'enseignement secondaire. Et oui. Et finalement, c'est vrai que c'est une chance comme ça de pouvoir avoir une semaine où on peut remettre en place des questions philosophiques et métaphysiques. Arnaud. Justement, comme la plupart des intervenants viennent de l'évoquer, sur l'importance de retrouver ou de trouver un bagage philosophique, la question que l'on peut leur poser, c'est justement quels enseignements vous tirez chacun de cette participation à Academia Christiana, est-ce que pour vous, ça vous a vraiment apporté, vous avez vraiment été formé des choses que parfois c'était du domaine de l'intuition, mais que ça permet de les approfondir, ou vous avez vraiment découvert des choses nouvelles? Yann? Alors moi je pense que ce qui était recherché par l'université d'été est en effet escompté en ce qui me concerne, parce que j'ai appris des choses tant sur un plan spirituel que sur ce qui concerne le monde d'aujourd'hui. J'en ressors avec une nouvelle vision notamment de la messe traditionnelle qui m'a vraiment, à laquelle je n'étais pas habituée. Et donc voilà, ça c'est d'un point de vue spirituel, c'est très intéressant. Et de l'autre, la notion que je ressors principalement de cette semaine, c'est il faut arrêter de simplement apprendre et lire, et il faut agir en fait. Et mettre en place des choses concrètes, et que ce soit même à notre échelle. Il y a toujours quelque chose à faire pour changer les choses et que nos actions correspondent à nos idées. Après, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que ce qui manque aujourd'hui,
principalement, c'est pas les idées qui manquent, c'est plutôt les gens pour les mettre en mouvement, pour les incarner. Donc finalement, bon, par exemple, toi, pareil, Mayol, quel enseignement t'as tiré, quel bilan tu ferais de ta venue Alors, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est l'idée qu'en fait, on ne change pas tout par le haut, mais que c'est les comportements individuels qui peuvent faire beaucoup. On voit bien qu'à l'heure actuelle, le système est très verrouillé. Je dirais même qu'une caste s'autoprotège, en fait, en quelque sorte. C'est bien, tu as bien compris la thématique, je te félicite. Ce sont des individus qui doivent finalement, par leur comportement individuel, déjà commencer à eux-mêmes imaginer changer les choses. Je pense on ne changera rien tant que nous-mêmes n'aurons pas changé. C'est exactement, d'autant que on peut souvent dire même que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Et je pense que ça a été bien compris et le message a été bien diffusé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, oui. Pauline. Justement, ce qui est vraiment très intéressant dans les conférences qu'on a pu entendre, c'est que vraiment, à chaque fois, il y a véritablement le souci de poser les termes du sujet. Donc, par exemple, hier, on a une conférence remarquable sur le bien commun. Qu'est-ce que le bien commun ? Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les manières de l'atteindre ? Qu'est-ce que les philosophes en ont pensé ? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire ? Et à chaque conférence, c'est vraiment le souci de dire, et nous, aujourd'hui, maintenant, parce que c'est maintenant que ça se joue, c'est pas il y a 20 ans, c'est pas dans 30 ans, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et également, dans cette université d'été, il y a une dimension spirituelle qui fait qu'on remet vraiment le message du Christ au cœur de notre engagement. Et en tant que catholique, c'est essentiel aujourd'hui de se dire, mais qu'est-ce que la charité en politique ? Qu'est-ce que l'éthique ? Qu'est-ce que l'amour ? Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre engagement politique sans nous renfermer sur nous-mêmes ou alors sans être vindicatif et du coup inutile ? Et vraiment, c'est ces deux aspects-là qui, je trouve, sont vraiment, font que Academia Christianette diffère peut-être d'une autre université d'été, juste simplement philosophique en fait. C'est vrai que c'est nous qui sommes arrivés, je pense avec Guillaume Arnaud seulement hier. Voilà. C'est le sentiment qu'on a eu en fait. C'est vrai que c'est une alliance très intéressante. Après je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de remettre le Christ au centre, mais je pense que effectivement quand on est catholique, j'ai coutume de dire que quand je discute avec des catholiques, je veux discuter avec des catholiques, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment catholiques. Et ça m'intéresse beaucoup plus, et d'ailleurs j'ai bien meilleur rapport avec des catholiques qui sont vraiment catholiques qu'avec des faux catholiques qui m'énervent parce que je considère qu'en fait ils sont incomplets, inconsistants. Et dans notre entourage politique, on a l'habitude comme ça de fréquenter, on dit souvent des catholiques tradis, mais il ne faut pas forcément mettre des étiquettes, on dit simplement des catholiques complets, conséquents, et je trouve que ce point de vue-là, c'est très bien. Oui, Pauline. Et justement, dans cette université, on a une énorme chance qui est celle d'avoir des prêtres avec nous, qui du coup nous apportent un point de vue particulier puisqu'ils ont une formation dans un séminaire. Donc voilà, ils sont pas profs, mais ils ont vraiment des idées. Ils savent de quoi ils parlent. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant de discuter avec eux et de vraiment poser en fait les termes du débat de façon chrétienne. Oui, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion justement de discuter, et même d'ailleurs quand on n'est pas forcément catholique. C'est pour ça que même je pense, je ne sais pas si sur une semaine, certains tiendraient le choc, mais quand même, mais je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour des non-catholiques pour venir. À mon avis, j'ai assisté ce matin à une conférence sur la charité et la politique que j'ai trouvée assez intéressante, qui m'a rappelé d'autres conférences que j'avais écoutées à Lille. Effectivement, je trouve que pouvoir prendre le temps de discuter avec des hommes engagés dans la foi, pas quelque chose dont on a souvent l'occasion, c'est une expérience et donc finalement c'est assez enrichissant de ce point de vue-là. J'ajouterais que remettre en cause le capitalisme n'est pas forcément quelque chose de foncièrement catholique. De remettre en cause le capitalisme ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense que finalement c'est pas forcément né chez nous les catholiques, le fait de remettre. Alors à part si on peut citer l'encyclique de Rerum Novarum qui a mis l'accent sur la lutte contre le. C'est qu'il ne remettait même pas en cause le capitalisme, mais qui voyait plutôt ça d'un point de vue de complémentarité. Les patrons devaient s'entendre avec les
salariés. Mais finalement, je ne pense pas que ce soit une idée purement catholique de remettre en cause un système, le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalisme. Tout simplement parce que le message du Christ est antérieur très largement à Adam Smith. C'est le bon sens universel, tout simplement. Voilà, c'est ça. Qui fait que tous les gens de bonne volonté, dont vous êtes un bon exemple, peuvent se réunir pour critiquer un système dans lequel tout va à volo. C'est exact. Oui, Arnaud ? Effectivement, et donc à partir de là, c'est que ce qui est intéressant, ce que disaient les intervenants et même les discussions qu'on a eues en dehors de l'antenne, c'est qu'on voit qu'effectivement l'objet de l'Academia Christiana, c'est non seulement effectivement de donner des bases, mais des bases très solides, des fondations, mais on a l'impression que, et je pense que ça sera aussi l'objet, sans le déflorer, l'objet de l'intervention de Julien tout à l'heure, c'est l'importance du type d'engagement que les participants peuvent mettre en place à l'issue justement de leur participation, et justement la question qu'on peut poser aux jeunes gens présents ici, parce que moi je suis un vieux. Bon, c'est relatif. Un ancien. Je suis un ancien, voilà. Je pense qu'effectivement, il y a l'importance du type d'engagement, parce que je pense que d'après les questions, un certain nombre d'entre vous ont certainement des projets par rapport à ce qu'ils ont pu voir, approfondir au cours de cette intervention. Pierre-Antoine ? Il est certain qu'on a pu constater pendant cette, si je disais, Academia Christiana, quelque chose d'assez réconfortant, c'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait s'entendre, nous catholiques, avec des non-catholiques, notamment avec nos camarades du MAS, et sur des points essentiels pour le combat politique à venir, notamment sur l'enracinement. Et l'enracinement peut être quelque chose d'assez, entre guillemets, païen et quelque chose de catho en même temps. C'est-à-dire que l'enracinement, on s'enracine sur une terre, on fait souche, mais on s'enracine aussi dans le ciel. En tant que catholique, on s'enracine dans une foi, on s'enracine dans une doctrine. Et je trouve ça très intéressant de combiner nos visions des choses pour avoir une réponse la plus complète possible, notamment au niveau de l'écologie intégrale, qui me paraît une piste de réflexion essentielle pour l'action politique à venir. Et c'est pour ça que je remercie le MAS et ses intéressants intervenants pour leurs exposés et leurs interventions de cette semaine. Merci, c'est bien sympathique. Je précise tout de même qu'il y a des militants catholiques au MAS aussi. et catholiques traditionnalistes. Non, mais je suis d'accord. Après, l'idée, c'est aussi d'additionner les forces. Bien sûr. Diane. C'est l'enracinement qui me fait penser. Je trouve que la notion d'enracinement est étroitement liée à l'action au plan local que chacun peut fournir, en fait. Il ne faut pas attendre qu'un mouvement national se crée pour pouvoir agir et pour pouvoir changer les choses à son échelle. C'est juste ça que je voulais relever. Non, mais c'est bien. C'est parce que si on écoute ce que j'ai dit, qui bien évidemment était éminemment intéressant, ce qu'a dit l'abbé aussi ce matin, avec qui je ne m'étais pas spécialement concerté, qui a parlé également d'action locale, voilà, moi, ce qui m'a vraiment plu dans les quelques interventions que j'ai entendues, et dans les retours que j'ai eus des interventions précédentes, c'est qu'en fait, des intervenants qui ne se sont pas nécessairement consultés sont finalement allés dans la même direction. Ce qui signifie qu'il y a quand on parlait dans la première partie de l'émission d'une espèce de nouvelle révolution conservatrice ou de nouveaux mouvements d'idées non conformistes dans la société française, en fait, c'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire des gens venus de milieux plutôt d'anciennement de la nouvelle droite, donc plutôt païens, des gens venus des milieux catholiques, des gens venus de la gauche antilibérale. Il y a quelque chose qui s'est créé, qu'on ressent bien, parce que tous les intervenants, malgré leur sensibilité, quasiment tous, étaient dans la même direction, en fait, donc c'est déjà de ce point de vue-là très positif. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que, par exemple, Mayol, tu m'avais parlé tu as déjà eu des formes d'engagement. Déjà, le fait que tu sois allé à l'IFP, c'est déjà se mobiliser pour quelque chose, mais tu m'as dit organiser quelque chose autour du traité transatlantique ou fait... Alors oui, c'était assez modeste en fait, mais j'ai écrit une pétition contre le traité transatlantique négocié dans le plus grand secret. Je pense que finalement, peu de gens savent de quoi il est question. Mais à mon sens, c'est un véritable léviathan qui va s'abattre d'ici quelques temps. Hein. C'est prévu pour, je ne sais plus exactement, 2015 ou 2016. En tout cas, la première tranche du traité. Donc c'est sans vouloir faire du Front National primaire, je pense très clairement que
que c'est la fin de notre agriculture, et pas que de notre agriculture, c'est aussi finalement c'est la mise en concurrence directe et non protégée de l'économie française, de tous nos intérêts finalement. Et européenne en général aussi. Et européens contre l'économie américaine finalement, c'est un peu ça. C'est toujours cette lutte de l'Europe contre les États-Unis. J'en profite d'ailleurs au passage, c'est magnifique, c'était même pas prévu en plus. J'en profite simplement pour signaler une très intéressante conférence du Cercle non conforme à Lille, bien évidemment, qui aura lieu le 12 septembre dans le centre de Lille, où tout le monde est évidemment bienvenu, de Maurice Gendre, habitué de ces ondes, et de Michel Drac, qui est aussi venu sur ces ondes, et qui a été, on va dire, celui qui avait inauguré nos cercles, puisque le premier conférencier qu'on avait fait venir en 2012, c'était Michel Drac, justement sur les bases autonomes durables. Donc voilà, donc cette conférence sur le traité transatlantique, qui est finalement un terme assez peu traité, et c'est bien de voir comme ça des jeunes gens qui se sont emparés un peu du sujet, parce que c'est vrai que nous on a mené quelques campagnes, on a tenté un peu mais bon, on a l'impression que là vraiment c'est typiquement le genre de sujet sur lequel on a l'impression de ne pas avoir vraiment de prise sur nos concitoyens. Les gens sont pas au courant. Ce que je rajouterais, je trouve être complètement absurde de vouloir finalement mettre sur un plan inférieur les États par rapport aux multinationales. Là aussi, sans être communiste, c'est du bon sens de considérer que les États ont plus de pouvoir que les multinationales. Et c'est pas forcément ce qui prédomine à l'heure actuelle, et ça rejoint encore cette critique intelligente du capitalisme. Tout à fait. Diane, de ton côté, tu étais plutôt partie sur autre chose, ton premier fait d'armes, on va dire. Oui, avec mon association étudiante à Bordeaux 4, nous avions organisé une conférence, alors je ne sais pas si ça a un rapport avec le capitalisme, concernant la légalisation contrôlée du cannabis. Ça a un lien. Oui, parce que effectivement, dans les derniers délires de certains économistes pour augmenter la croissance et donc le PIB, ils veulent inclure effectivement les marchés de la drogue et donc les marchés légalisés de la drogue, et y compris la prostitution. Donc effectivement, on est complètement dans la logique du gouvernement. Et d'ailleurs, en rebondissant là-dessus, moi j'avais écrit un petit brûlot, dans lequel du coup je proposais de rouvrir les maisons closes, et comme ça on pourrait taxer tout ça, ça va être formidable. Mais non, mais au final... Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait vraiment les deux parties, parce qu'on a vu s'opposer un médecin qui était totalement contre cette idée, puisqu'il parlait vraiment d'un point de vue physique. Pour l'être humain, c'est quelque chose qui est malsain. Et un professeur de droit avocat qui, lui, partait du principe que légaliser, c'était contrôler. Donc, ça peut partir très loin avec cette phrase. Et du coup, voilà, chacun peut se former sa propre opinion. C'est intéressant parce que légaliser, c'est contrôler, mais on est exactement dans ce que Michel raconte sur le droit procédural, c'est-à-dire qu'il y a un fait de société, donc il faut légiférer en droit, et on est sans arrêt en train de galoper. C'est les failles du positivisme. C'est positiviste. Le droit galope sans arrêt derrière tout ça. Arnaud ? C'est complètement connexe avec ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la manif pour tous, et effectivement le mariage dit pour tous, et effectivement la PMA GPA, c'est qu'on voit effectivement des faits de sociétés ultra-minoritaires qui sont surmédiatisés de telle manière qu'on crée un état d'esprit où on se dit, après tout, c'est un droit, donc on va créer une loi qui va être en faveur. Donc effectivement, la question du cannabis, parce que c'est pas une question si anodine que ça, c'est effectivement le fait que voilà, les gens consomment, s'ils ont une consommation contrôlée sans problème, on peut tout à fait le poser sans se poser la question de la finalité de la consommation de stupéfiants. Et comme le disait Julien tout à l'heure, ça entérine totalement l'idée que si c'est répandu chez les jeunes, donc tous les jeunes consomment de la drogue et ainsi de suite. Or, on a quand même la démonstration, des jeunes en plus, on en côtoie tous les uns autant que les autres. On connaît aussi un certain nombre de jeunes qui d'ailleurs ne sont pas forcément nécessairement de droite et pas forcément nécessairement catholiques, qui ne consomment pas particulièrement de drogue. Donc voilà, c'est encore un truc. Et puis en plus, on en fait, ce qui vraiment, à la limite, c'est même ce qui est encore pire que ça, c'est qu'on en fait des faits de société primordiaux, comme si l'avenir de la France se jouait sur, par exemple, la légalisation du cannabis pour obliger les gens à se positionner, cliver. C'est toujours le même procédé, alors qu'en fait,
Est-ce qu'aujourd'hui les consommateurs de stupéfiants ont vraiment besoin d'une loi pour consommer des stupéfiants ? Faut être sérieux 5 minutes. C'est là où Marine Le Pen avait une position malheureusement assez incomprise, mais au moment du mariage pour tous, de ne pas vouloir descendre dans l'arène avec tout le monde en disant c'est de l'enfumage. Et avec le cannabis, peut-être qu'un jour on arrivera effectivement à vouloir légiférer tout ça et pourquoi pas des manifestations, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça se ferait, certainement pas sur le même domaine. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que je pense que chez les jeunes, malgré tout, ça reste tout de même une préoccupation. Je me souviens que Julien, dans la conférence qu'il nous avait donnée à Lille, disait qu'une des formes d'engagement, c'est pour ça que ça m'a intéressé, ce que tu nous as présenté, une des formes d'engagement que vous pouvez avoir les jeunes dès le lycée, c'était par exemple déjà de s'opposer à la drogue, de faire en savoir. C'est sûr qu'ils vont peut-être recevoir des critiques, mais déjà ça peut être une forme d'engagement quand on est lycéen, de commencer à monter par un collectif. Je ne sais pas comment on peut, peut-être que Julien tu pourrais mieux nous expliquer comment tu verrais les choses. Mais... Quand on en parlait, en effet, on avait quand même tenu à préciser que chaque réalité locale était différente, donc il ne s'agit pas de développer un modèle fait, taillé pour tout. À fait. Mais l'idée c'est de monter en effet des comités anti-drogue pour faire changer la peur de camp. Et forcément ça passe par l'usage de la force, qui ne signifie pas l'usage de la violence, mais par l'autodéfense collective à la sortie des lycées. C'est-à-dire qu'il faut que psychologiquement le dealer sache que s'il va devant tel lycée, il peut être confronté à une résistance physique claire et nette, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre réaction possible. C'est-à-dire que les gens doivent se prendre en main, parce que l'État non seulement ne les défendra pas, mais en plus est bien content d'utiliser tous les moyens pour stériliser les consciences, et la drogue est un de ces moyens. Absolument. Mayol ? Oui, sans vouloir me faire l'avocat du diable, je pense aussi qu'il faut peut-être se dire est-ce que répression équivaudra finalement à diminution ? Est-ce que je pense quand même que nous, étant concernés, notre génération par ce sujet, on doit se poser cette question, même si je pense qu'on est nombreux à partager la même opinion. Juste pour répondre brièvement, c'est très juste de ne pas opposer les deux, prévention et répression. Après, je pense que concrètement, quand on est aujourd'hui un jeune dans cette société, qu'on n'a pas eu de parents remplacés par la télé, qu'on n'a pas forcément eu de véritables amis remplacés par les réseaux sociaux, bref, quand on n'a rien qui nous structure, mais on a besoin d'une bonne baffe, quoi. On a besoin concrètement d'être confronté au réel, et je pense que déjà pour que quelqu'un écoute, quand cette personne n'est pas capable à la base de recevoir un discours, il faut la mettre dans la situation de l'écoute. Voilà. Arnaud ? C'est surtout ce que, pour revenir, on va terminer sur cette question et passer à d'autres questions puisque le temps est court. Ce qui est intéressant, c'est que là on parlait en première partie des écotartuffes. Et malheureusement, les Verts, et depuis Europe Écologie, les Verts sont vraiment le symbole des écotartuffes dont parle la décroissance. Absolument. Ce qui est décidant, c'est que pendant très longtemps, justement, les Verts, et encore certains de leurs élus, notamment sénateurs, sont en pointe sur la question, sont obsédés par la question de la légalisation du cannabis. Mais par contre, sur les questions fondamentales de protection de l'environnement, y compris sur les multinationales, le TAFTA, ou même qui devrait les toucher directement. Voilà, n'en parle pas, ou même développe cette saloperie idéologique qui est le développement durable. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on est en point. Et en plus, généralement, ces mêmes élus verts qui sont partisans de la dépénalisation du cannabis ou d'un usage contrôlé par l'État sont même les mêmes qui sont partisans ce qui est quand même assez paradoxal pour des écolos, de la PMA, la GPA. Le seul qui s'y met à côté, c'est José Bové. Bon, moi, Bové, le problème, c'est qu'il est pour la chasse au loup. Mais bon, ça... Et juste pour conclure, en un mot, vous voyez faire quoi maintenant comme engagement, et puis ensuite on verra un peu plus dans l'Academia Christiana ce qui vous a marqué. Mayol. Donc c'est une idée. J'ai dit en un mot. Non, ce serait essayer de permettre, parce que je crois encore moi que la droite a un pouvoir à jouer, le pouvoir qu'elle a délaissé derrière la gauche pendant des années. J'aimerais créer une tribune en fait pour permettre à la droite et surtout à la droite de se reconstruire, un peu sur le principe du drench, donc une tribune libre où finalement un sujet serait posé à deux personnes qui pourraient chacune donner sa position et le lecteur finalement se fait son opinion. Diane ?
Je pense d'abord qu'il faut commencer avec ce qui se passe, ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, des choses qui peuvent paraître presque futiles, mais en fait qui changent vraiment les choses quand on est plusieurs à s'y mettre. Consommer équitable, entre guillemets, avec par exemple des producteurs qui viennent vendre leurs produits dans toutes les villes. Donc déjà ça c'est très simple, on peut le faire. Donc plein d'autres choses comme ça. Se passer forcément, on peut se passer du fast-food, des questions tout à fait. Dans ce genre-là. Et sinon, dans l'immédiat, à mon échelle, je pense, il me semble intéressant de travailler à sensibiliser les autres. Oui. Dès maintenant. Informer. Voilà. Et ensuite, par le biais de ma formation et de ce que je vais entreprendre plus tard, agir. Donc pour l'instant, j'ai pas d'idée concrète. J'ai 19 ans, je pense que d'ici mes 20 ans, 21, 22, 23. Ça va avoir le temps de germer. Je vais avoir le temps d'avoir une idée. Pauline ? Alors je pense qu'un des vrais dangers de la modernité actuellement, c'est l'atomisation des individus au sein de la société. C'est-à-dire la dislocation du lien qui unit les communautés, les familles, les cercles d'amis, les quartiers, les villages. Et c'est dans ce sens que je voudrais m'engager. Donc j'ai déjà eu l'occasion de m'engager dans une association en fait, où on donne des cours à des élèves en ZEP, donc pour leur permettre de progresser, puis même nous de recréer vraiment un lien entre des communautés qui ne se parlent plus, pour construire quelque chose et par la suite voilà, faire mais vraiment voilà, comme Diane le disait, des choses toutes simples, faire des maraudes, faire voilà, par exemple ça c'est pas mal développé. C'est l'association que je voudrais intégrer, c'est le Génépi, donc c'est une association qui intervient en prison en fait, pour justement voilà, toujours recréer du lien pour après être donc là c'est à destination de populations c'est à destination de populations très particulières qui sont les prisonniers. Mais c'est important parce que voilà, à l'échelle locale, à notre échelle, on ne va pas changer le monde, on est quand même pas naïf. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour justement pour reformer une communauté ? Pierre-Antoine ? Alors moi, si j'avais quelque chose à dire pour conclure, c'est qu'on peut voir que l'action politique peut se faire dans un cadre démocratique et électoraliste, mais que oui, c'est pas une fin en soi, que ça peut être utile pour faire passer des idées, pour réveiller les consciences. On peut, dans certains politiques, avoir des bons résultats électoraux pour faire passer un message, mais que ça ne suffit pas. Et que la première chose à faire avant de vouloir prendre le pouvoir au niveau de l'État, c'est de prendre le pouvoir sur soi-même, prendre le pouvoir sur ce quotidien, et de prendre le pouvoir sur l'espace qu'on occupe, et ainsi maîtriser son environnement, maîtriser sa vie. Je pense que c'est le plus important, premièrement, dans sa vie. Complètement. Arnaud ? Justement, alors on commence à effleurer, on a vu certaines réflexions et certaines remarques déjà des intervenants, que ce soit dans l'émission déjà et hors micro. Et justement, vu qu'on arrive quasiment à la fin de cette université d'été, quelles sont les interventions qui vous ont le plus marqué ? Bien entendu, malheureusement, on ne pourra pas dire encore celle de Julien, puisqu'il n'a pas encore faite, mais voilà, est-ce qu'il y a des interventions, que ce soit par la part des abbés ou de laïcs, qui vous ont vraiment marqué et qui vous ont vraiment apporté quelque chose, qui on peut dire, voilà, c'est cette intervention, j'en ai obtenu un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan effectivement de la pensée, de l'argumentation, de la logique, ou même de principes qui sont dégagés de ces interventions. Qu'elles soient positivement ou de manière un peu forte, provocatrice. Alors moi j'ai bien aimé la conférence sur le bien commun. Effectivement, là encore, je pense que sans une idée précise de ce qu'est le bien commun, on ne peut pas agir en politique. Diane ? Moi, donc, le bien commun, j'ai vraiment aimé cette conférence, pour les mêmes raisons que Maëlle. Sinon, j'ai beaucoup aimé celle concernant l'histoire de l'économie, qui abordait toutes ces questions que beaucoup ne se posent pas. D'où vient cet argent que j'utilise ? Où va-t-il quand je le mets, soi-disant, à l'abri sur un compte ? Voilà, donc toutes ces questions-là qui étaient répondues de manière concrète, très accessible, mais en même temps, c'était assez détaillé. C'est vraiment une conférence que j'ai beaucoup appréciée. Pauline ? Alors j'ai beaucoup aimé la conférence sur comment concilier charité et politique. Parce que ça posait vraiment la question de l'engagement en politique. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est prendre un peu le contre-pied du discours tous des pourris qui pourrait nous empêcher de nous engager en politique. Et vraiment se dire il y a une façon de faire qui voilà, on peut s'engager en tant que chrétien, on peut s'engager sans vendre son âme au diable. Et ça, je trouve ça très important.
Donc, je partage la vision de Pauline, oui, sur la conférence de l'abbé Denette sur la charité et la politique m'a paru fondamentale. Souvent, on pourrait appeler les gens plutôt de droite nationale comme le parti de la haine. Je pense que justement non, la politique, notamment notre politique à nous, c'est une politique d'amour. On s'engage en politique parce qu'on aime notre pays, on aime nos familles, on aime notre société, on aime notre culture. Et l'enracinement, c'est une preuve d'amour pour notre terre. Et notre action politique doit être enracinée dans la charité, parce qu'on fait ça, parce qu'on a cet engagement, parce qu'on aime nos compatriotes, on aime cette grande famille qui s'appelle la France. Et ça rejoint le propos d'Arnaud Menu, c'est ça, oui, sur l'enracinement. On aime aussi la nature, sans tomber dans du naturalisme, voilà, ce genre de dérive, mais notre engagement politique doit être animé par cet attachement et puis cette défense par amour de notre terre et de notre peuple. Voilà. Et par rapport au capitalisme, vous avez retenu quoi en quelques mots de toutes les conférences jusqu'à celle de ce matin d'Arnaud Qu'il n'est qu'une idéologie de plus parce qu'il vise à changer l'homme. Moi, je pense que c'est un moyen de fonctionnement qui est aujourd'hui très fort, que l'on ne pourra pas renverser d'un jour à l'autre, mais qui peut tendre à s'atténuer et à s'atténuer si chacun, je me répète un peu, mais si chacun agit et chacun se sent un petit peu concerné par sa vie et son monde en fait. Et sur les pistes que j'ai données, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous ont semblé être intéressantes Oui. Vous pensez mettre en pratique ou... Oui, parce qu'en fait, le fait de consommer local, moi personnellement dans ma vie, je le fais déjà. J'essaye au maximum d'éviter tout ce qui est grandissement. Bon, on voit bien le débat avec les agriculteurs qui déversent des cochonneries devant les magasins comme Leclerc, Auchan. La grande distribution est aujourd'hui un peu un des maux de la société moderne, à mon avis. Et c'est vraiment une manière de s'engager en politique, ce serait finalement de consommer local. C'est pas faux. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle le pape François dans sa dernière encyclique. Concrètement, respecter la nature, c'est respecter l'homme, c'est respecter la vie, c'est respecter une certaine éthique et c'est s'engager en fait finalement. Absolument. Un mot supplémentaire ou Diane, non. Donc finalement, quelles sont les valeurs et les principes, on va dire pour conclure ce propos, quelles sont les valeurs et les principes que vous avez entendus, qui ont été développés au cours de ces interventions, pour lesquels vous avez été sensible? Est-ce qu'il y a des valeurs particulières ou des façons d'être qui vous ont particulièrement marqué? Question pas simple. Si je devais parler d'un point de vue, effectivement, pendant la charité, pendant la conférence sur la charité liée à la politique, exercer tout simplement la charité, quand on est catholique, c'est l'un des premiers devoirs. Je pense que ça... C'est déjà c'est peut-être assez général. J'ai pas une idée très précise de valeurs comme ça qui m'auraient touché, mais je crois que c'est l'une des choses que j'ai retenues. Et pour conclure, Pauline. Alors ce qu'on a vécu très concrètement cette semaine, parce qu'on était, l'Académie chrétienne est parrainée par la fraternité Saint-Pierre, c'est une forme de retour à la tradition, mais de retour à la tradition qui ne signifie pas archaïque, de l'archaïsme exactement, mais vraiment se poser les bonnes questions de quelles sont les structures de notre société, quelles sont nos bases, quels sont nos repères, et comment est-ce qu'on peut vivre avec et construire pour demain. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur la religion, et ce que je tiens à mettre en avant, c'est que j'ai vraiment été frappée par l'écoute, l'ouverture d'esprit et le conseil dont ont fait preuve les abbés qui nous ont entourés pendant une semaine, avec qui on a vraiment entretenu une vraie complicité et qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup marqué. Et petite conclusion avant qu'on conclue avec éventuellement Arnaud et les autres. Petite conclusion pour vous. Finalement, quel idéal a-t-on à 20 ans ? C'est la question qu'on s'est finalement posée, on ne vous l'avait pas montré tout à l'heure, mais quel idéal a-t-on à 20 ans ? S'il y en a peut-être que un ou deux d'entre vous qui veulent répondre, c'est pas gênant. Diane ? Moi, personnellement, j'attends de concilier mes idées et mes valeurs à la façon dont
je ferai ma vie plus tard en fait. Parce que là je suis en pleine période, je suis en train de préparer ma vie future et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, qu'elle soit conforme à mes idées. Je pense que ça résumera un petit peu l'optique de toute la semaine, mais à mon avis, à 20 ans, on doit avoir comme idéal de bien habiter sa terre. Je suis bien d'accord, je pense que effectivement, quand on sait d'où on vient, il est plus facile d'aller vers les autres. Et c'est aussi le fait de s'aimer soi-même qui permet d'être à l'aise avec les autres. Et je pense que ça rejoint cette idée de défense de l'identité qu'on doit tous partager ici. Je pense qu'à 20 ans aussi, ce qui pourrait être notre objectif principal, c'est de tendre vers une unité de vie. Là, c'est peut-être un discours d'abbé, mais c'est ça, une unité de vie entre nos beaux idéaux qui peuvent paraître un peu perchés parfois, et puis notre vie au quotidien, et de mettre en adéquation notre quotidien, notre vie un peu vraiment matérielle, voire prosaïque, avec ce quoi on aspire. Voilà. Et puis de construire sa vie selon l'idéal qu'on a au profond de nous. Et de vraiment construire sa vie sur du rock, d'où l'intérêt de ce genre d'initiative comme Academia Christiana, de se former, de prier quand on est chrétien, de savoir de quoi on parle et pour construire sa vie sur des bases solides et pouvoir... parce qu'on est... moi je me considère pas encore comme une adulte accomplie dans le sens où je suis encore étudiante, j'ai pas de travail, j'ai pas de famille, mais je le construis dès maintenant par ce genre d'initiative. Merci pour vos témoignages et les discussions qu'on a pu avoir autour de celle-ci. On va vous libérer, vous allez pouvoir aller prendre l'air et finir vos breuvages divers et variés. Et puis après, on reviendra pour conclure cette émission avec Arnaud et Victor. Merci à vous. Merci à vous. Donc maintenant qu'on a eu l'occasion de discuter avec la jeunesse, Arnaud, donc, en conclusion, un sentiment sur ces discussions et sur cette journée passée sur site. Effectivement, cette journée, c'est quelques heures passées sur site, pour paraphraser un homme politique français célèbre, on pourrait parler d'un bilan globalement positif. Surtout que, pour ma part, je ne suis pas, on va dire, sensibilité chrétienne, mais ça n'engage que moi. Non, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est effectivement à la fois la qualité des interventions et surtout des participants. On a pu l'entendre effectivement là avec le panel de jeunes que nous avons interrogés. Et qu'en plus on a pris complètement au hasard, c'est ça qui est... Ouais. Et donc on sent une richesse et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui ne sont pas du tout... dans une démarche d'intellectualisme pur, c'est-à-dire qu'ils accordent effectivement beaucoup d'importance à la formation, à la lecture, mais on voit que ce sont des gens, jeunes hommes ou jeunes femmes, qui veulent vraiment agir et incarner les valeurs et les principes auxquels ils croient et qui les structurent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, ça pourra peut-être faire l'objet d'une future émission de Méridien Zéro. Je pense que je vais soumettre à l'idée comme un de Roumégas pour m'en charger. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, on a entendu à la fin, je ne porte pas de jugement, mais ce qui est intéressant, c'est que les aspirations des jeunes hommes sont plutôt, on va dire, d'ordre vraiment philosophique et important, voire global, alors que les aspirations d'engagement des jeunes femmes sont plutôt du terre-à-terre, mais ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, les auditeurs qui suivent régulièrement Méridien Zéro et qui sont aussi, il faut le souligner, des lecteurs assidus du site du Cercle non conforme, voient depuis un certain temps, que ce soit Jean, toi Jean, même le camarade Le Carbonel et d'autres, ou même moi, on essaye de mettre en avant un certain nombre d'initiatives où on dépasse le simple discours, la question, on va dire, purement intellectualiste, et on essaye vraiment d'incarner, en tout cas de lancer des initiatives d'application locale de nos principes. Oui, je suis absolument d'accord avec le propos que tu viens de tenir. Je dirais que pour ma part, c'était une expérience assez intéressante. Bon, c'est vrai que s'exprimer dans un cadre inhabituel, sur un thème inhabituel, c'était déjà en soi d'ailleurs une expérience enrichissante, même pour moi. J'ai trouvé un public, je ne savais pas trop quel type de public j'allais trouver, parce que c'est vrai qu'on a souvent un peu le cliché, milieu catholique, un peu privilégié, donc droitard, donc je vais me pointer avec mes histoires de résistance au capitalisme, j'ai passé pour quoi. Et en fait, ils ont été globalement réceptifs
Très vite, il y en a un certain nombre qui sont venus me parler. Bon, il y en avait aussi un ou deux qui n'étaient pas d'accord, mais très vite, il y en a qui sont venus parler, qui sont venus échanger, qui ont totalement adhéré. Et je trouve que c'est positif parce que nous, on aborde la critique du capitalisme, non pas simplement sur un plan de rapport économique, de rapport d'oppression, par exemple par le salariat ou ce genre de choses. On l'aborde au sens anthropologique. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui fait la force des milieux chrétiens, c'est qu'il y a une réflexion sur l'homme et sur la vie, comme ils l'ont d'ailleurs bien dit. Et du coup, cette réflexion anthropologique, pour une religion qui est profondément anthropologique comme le christianisme, elle se doit de faire mouche. Et chez les plus jeunes, c'est quelque chose qui est bien à voir parce que, de mémoire, j'ai pas connu il y a 10 ans ou 15 ans des jeunes catholiques de 20 ans, socialement intégrés, qui avaient cette conscience écologique ou anticapitaliste, tout en étant issus de familles, oui, on va dire classe moyenne ou aisée. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant parce que et il n'y a pas du tout le trip gauchiste comme on peut le trouver dans certaines familles privilégiées où je suis en rupture avec le capitalisme, mais en mode, enfin je suis en rupture avec le capitalisme, mais à la mode gauchiste. Voilà, je renie ce qui fait un peu le socle familial, je renie un certain nombre de choses. En fait, c'est pas du tout à ça qu'on assiste, c'est des jeunes qui sont bien dans leur, finalement, dans ce qu'ils sont, dans leur univers d'origine, et qui essaient dans cet univers d'origine de faire quelque chose de porteur. Voilà, donc je trouve que effectivement, il me semble, Victor, que la plupart des allocutions ont été soit enregistrées, soit filmées. C'est ça la plupart, tout à fait. Ouais. Donc j'imagine que ce qu'on a dit, du coup Arnaud et moi-même, sera diffusé. Normalement, si on arrive à bien traiter tous les enregistrements, tout sera sur le site d'Academia Christiana, soit en vidéo sur YouTube, soit en podcast, un peu comme Méridien Zéro. Ok, excellent. Donc voilà, effectivement. Donc c'est vrai que ce sera aussi intéressant peut-être pour ceux qui veulent poursuivre après cette émission, finalement de se rendre sur le site d'Academia Christiana, dont peut-être on mettra le lien directement sur le blog de Méridien Zéro. C'est beaucoup plus simple que de donner des adresses web par internet, ça fait un peu comme ça. Donc on mettra, et effectivement, ça pourra permettre à ceux qui veulent approfondir de le faire. Tout à fait, voilà. Et on est tout à fait aussi réceptif à toute forme de questions, de demandes sur des dispositions de contenu, etc., qu'on n'a pas forcément mis en ligne. Mais donc voilà, notre équipe est tout à fait prête à répondre aux interrogations des auditeurs et disponible aussi sur des projets ou toutes sortes de prospectives politiques qui pourraient être nées finalement de la découverte d'Academia Christiana. Voilà. Parce que ce qui est intéressant à travers cette formation, c'est qu'effectivement on a vu qu'il y avait des jeunes qui avaient pu avoir une première forme d'engagement. Je sais qu'il y en a, comme tu l'as très bien rappelé, qui sont déjà engagés dans des mouvements politiques. Effectivement, de pouvoir transformer, on va dire, laisser, je pense que ça va être le challenge pour nous en fait, qui étant plutôt des porteurs derrière. Enfin, il y a les jeunes et puis nous on est plutôt les porteurs derrière eux. Justement, d'essayer de les aider à transformer donc l'essai dans le réel. Je pense aussi qu'un des enjeux, et ce serait peut-être dommage que ça arrive en conclusion parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de débattre, c'est que je pense que c'est aussi important pour des milieux considérés comme radicaux, finalement, désormais, d'avoir pas une voie de normalisation, pas de dédiabolisation, mais quelque chose comme ça, à travers une jeunesse qui est socialement intégrée. C'est-à-dire pas simplement d'attirer des marginaux, des gens qui ont été exclus, il y en a toujours et c'est bien, et ils trouvent aussi dans nos familles de pensée politique une façon d'œuvrer contre ceux qui veulent les oppresser ou ceux qui les a conduits à s'engager, mais aussi réussir à attirer une jeunesse socialement intégrée qui aurait pu avoir tendance à partir traditionnellement vers des partis habituels ou des mouvements politiques ou, on va dire, communs, totalement intégrés. Et justement, peut-être réussir à sortir un peu les groupes radicaux, les réflexions de ces groupes radicaux qui sont d'ailleurs comme celles qu'il y a sur le cercle non conforme, qui sont loin d'être bêtes et méchantes, justement de les sortir un peu de ce côté un peu confiné pour que justement une nouvelle génération plus socialement intégrée puisse, elle, peut-être porter ça dans un champ beaucoup plus large. Je pense que, en tout cas avec le CNC aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on essaye aussi
de faire un certain nombre de textes qui sont quand même assez solides de plus en plus. Donc bon voilà, le but aussi c'est de sortir de ce ghetto, et ils l'ont bien compris, même eux, ils ont compris que même en tant que catholique ou en tant que Français, Européens, ils ne devaient pas être dans l'entre-soi, c'est-à-dire qu'ils devaient être conscients de leur identité, créer une communauté sur des bases et une identité commune, mais après pour se projeter dans le monde. Voilà. Et je trouve que c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant. Messieurs, merci. Et je pense qu'on peut dire le traditionnel à l'abordage. Et pas de quartier.